Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 272 du Basket Lab, le laboratoire du jeu, et aujourd'hui place aux Houston Rockets sur le Basket Lab dans nos bilans 2024 avec Baptiste Pédiverkamp du NBA Dreamcast Show. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like et petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans 2024 avec aujourd'hui une autre équipe du Texas. On a déjà fait les Spurs et donc on passe aux Rockets et avec quelqu'un que vous connaissez puisque c'est Baptiste. Comment ça va, Baptiste ? Eh bien écoute, salut Guillaume, salut tout le monde, et ça va très très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné en tout cas dans le Basket Lab, donc ça fait plaisir de revenir. C'est vrai, ça fait combien de temps alors ? Je dirais le dernier hebdo en live. Peut-être, ouais, effectivement. Oui, parce qu'après il y a eu les playoffs, enfin, ma panne d'internet d'abord, pendant les playoffs. Ouais. Et puis après, la fin de playoffs, le rush, etc. En effet. Bon, à part ça va, Baptiste, évidemment, de Pédiverkamp sur Twitter, le roster et surtout le NBA Dreamcast Show. Pas mal d'actu sur le NBA Dreamcast Show. On a fait en début d'été, je me suis invité moi-même, d'ailleurs, sur le top 25 des moins de 25 ans. Mais il devrait y avoir aussi pas mal de choses qui vont arriver sur le Dreamcast Show de manière plus générale, hein, c'est ça ? Exactement, c'est un peu, on va dire, l'actu de l'été. Le projet évolue puisque ça devient le Dreamcast Show et on enlève le NBA parce qu'on va parler de plein d'autres choses. Et ça devient surtout une chaîne YouTube. Donc où il y aura les podcasts, mais il y aura aussi des vidéos. Je sais pas quand sortira le podcast qu'on tourne aujourd'hui, mais des vidéos un peu avec du montage, etc. pour pouvoir mettre des images sur ce qu'on dit. Et donc il y a cette chaîne YouTube, c'est Azad et moi qui allons nous en occuper. Donc voilà, je ne sais pas encore une fois quand sortira le podcast, mais il y a certainement déjà des vidéos qui sont disponibles dessus. Et au minimum, il y a le top 25 des moins de 25 ans qu'on a fait tous les trois. Donc ce qui veut dire que Azad rejoint officiellement le Dreamcast Show, hein, c'est ça ? Ouais, en gros c'est ça, voilà, on peut le dire. D'ailleurs, je sais pas à quel moment ça sort encore une fois, mais on a tourné l'épisode 0, l'épisode pilote un peu, et du coup c'est Azad qui a fait l'intro, et c'était plutôt marrant à faire, ça m'a bien fait rire. Voilà, donc les intervenants du Basket Lab qui s'allient pour me délaisser et pour créer leur propre média. Et j'aurai plus personne à qui parler du coup. C'est un peu l'idée. Bon bref, donc voilà, le Dreamcast Show, vous connaissez de toute façon depuis quelques temps. Et puis Baptiste aussi, Pédiverkamp sur Twitter aussi. Donc le programme du jour, hein, comme d'habitude, les bilans 2024. Donc on fait un bilan équipe par équipe pour cette saison 2024. Bilan en 10 points clés, 10 stats ou 10 points clés. Et donc des stats, 5 chacun. Soit des stats qui en elles-mêmes sont intéressantes, soit qui peuvent servir de prétexte pour aborder plein de petits sujets pêle-mêle. Et je crois d'ailleurs que les Rockets d'aujourd'hui, tous les deux, on est un peu fans de cette équipe, on les aime bien. Et on a chacun pas mal de contenu parce que justement on les aime bien et qu'ils ont fait une saison assez intéressante. Ouais, clairement il y a énormément d'angles possibles avec cette équipe. Il se passe plein de choses, il s'est passé plein de choses, il va se passer plein de choses, donc ouais. En plus il y a plein de joueurs jeunes, donc encore en cours d'évolution, etc. Donc c'est vraiment une équipe imparfaite, j'ai envie de dire, mais vraiment fun à suivre, ouais. Eh bien attaquons de suite si tu veux bien. On peut y aller. Quelle est donc, Baptiste, ta première stat à nous présenter pour les Rockets 2024 ? Alors il y a très peu de suspense pour toi, Guillaume, parce que on avait déjà tenté de faire l'épisode 1, de l'épisode ensemble, mais du coup moi c'est moins 5,1 et c'est le win differential. Donc les différences entre les victoires acquises et les expected wins, donc les victoires qu'aurait dû te donner ta production, tout simplement. Donc en fait, pour faire simple, c'est les Rockets, ils ont fait 11e, je crois, à l'Ouest, mais malgré tout, ils ont le 16e net rating, donc la différence entre l'offensive rating et le defensive rating. Et ils ont surtout le 30e win differential, c'est-à-dire qu'ils avaient 46 expected wins, donc ce qu'ils auraient dû avoir si on suivait une certaine logique. Et donc, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre un peu... Je voulais commencer par là parce que pour dire que les Rockets ont fait quand même, je trouve, une bonne saison et ils ont eu des difficultés, notamment dans les fins de match serrés, qui ont fait que leur bilan de victoire est un peu plus bas que ce que leur niveau de production était réellement, quoi. Ouais.
c'est vrai que c'est un peu ça l'idée pour expliquer le. Bon, c'est une stat qui est calculée en fonction du net rating. Donc net rating, c'est le différentiel attaque-défense. Et à partir de ça, donc c'est pas réel, hein, c'est pas concret, ce fameux win differential, mais on extrapole comme si, on fait comme si. Et vu le fond de jeu proposé, on dit normalement, généralement, ça pourrait aboutir sur tel nombre de victoires. Et donc ensuite, quand on fait la différence entre le nombre de victoires, comme tu dis, attendues entre guillemets, même si c'est pas concret, c'est pas réel, et le nombre de victoires réelles, donc on voit la différence. Et en même temps, c'est pas non plus que du hasard. Tu vois, il y a des fois, alors je me suis pas plongé, j'avais aussi cette stat, hein, mais je me suis pas plongé non plus dans le pourquoi du comment précisément, mais notamment un truc qui peut expliquer ça, parfois c'est tu mets des grosses roustes contre des petites équipes, donc tu as beaucoup de différence attaque-défense sur ces matchs-là, beaucoup de points, et tu perds de très peu contre des bonnes équipes, et donc ça te fait, ça dérègle un peu la stat de cette manière, ou alors surtout au niveau de la gestion dans le clutch, par exemple, des fins de match que ça se joue littéralement en termes de différentiel attaque-défense, ça se joue à 1 ou 2 points, ou 3 points, ou 5 points, donc très peu, mais tu perds le match. Donc il y a aussi un niveau de. Enfin, c'est pas que de la chance, il y a une partie de chance, il y a une partie aussi de compétence, de à quel point est-ce que tu gères bien les fins de match, ou des éléments comme ça. Donc c'est vrai que les raisons, on peut pas totalement mettre le doigt sur un truc et dire c'est ça, c'est à cause de ça, c'est à cause du clutch, ou c'est juste de l'aléatoire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de constater, c'est que au-delà de ça, en fait, ça permet aussi en partie, puisqu'encore une fois, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de. Voilà, c'est pas des tableurs Excel qui vont nous dicter ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu un modèle stat très, très abstrait, mais ça nous permet de dire au moins que, bon, ils ont peut-être moins de victoires parce que, justement, et c'est ça aussi le propos que tu veux tenir, c'est que, net rating 16e sur 30, ça veut dire que, mine de rien, ils n'ont pas fait les playoffs, mais on était quand même sur une équipe qui était totalement dans la moyenne en termes de fond de jeu proposé, et qui en fait était plutôt une bonne équipe, modulo donc certaines fins de match, certaines victoires qui ne l'ont pas eu, etc. quoi. Exactement. Et du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais le win differential, c'est le 30e de NBA, tout simplement. C'est ça, ouais. Donc, le dernier. Donc, même si je pense qu'il y a aussi, voilà, comme tu l'as dit, une part de ce chiffre, il est un peu. En tout cas, le net rating est un peu boosté, notamment par leur mois de mars, où ils ont mis des talls au Jazz qui jouaient plus, des talls aux Wizards, etc. Voilà, c'était pour dire que la production. Exactement ce que tu as dit, la production est plutôt dans la moyenne, voire et c'est plutôt encourageant, on va dire. C'est déjà que la 11e place est plutôt encourageante. Je pense que les fans auraient signé pour ça avant la saison. Je pense que la production est encore plus encourageante même que ce simple bilan. Voilà. Pour dire, hein, donc là, ils étaient à 41 victoires, 41 défaites pour de vrai, entre guillemets. Et avec ce win differential qui a 5 victoires d'écart, grosso modo, ça pourrait, entre guillemets, encore une fois, très théorique, hein, mais ça pourrait les amener vers un bilan plutôt de 46 victoires plutôt que 41, et donc plutôt vers la 8e ou 9e place, quoi. Donc ils auraient été en play-in. Mais après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis la fin de saison a un peu boosté le net rating. C'est ce que je m'étais dit aussi. Donc je suis allé vérifier. Et en fait, non. C'est pas tant que ça la fin de saison qui booste ça, parce que dans les chiffres, quand tu prends le fameux win differential, non pas sur toute l'année, mais du début de saison jusqu'au mois de mars, jusqu'au début de cette fin de saison dont on va reparler, je pense, mais même sur cette période-là, jusqu'au mois de mars, avant la fin de saison qui a boosté ou pas, il était déjà à moins 5,1 de win differential. Et il était déjà à 30e sur ce début de saison jusqu'au mois de mars. Donc voilà, c'est pas que ça, il n'y a pas que cette fin de saison, il y a eu toute l'année un peu cet aspect-là. Et donc, à quel point aussi est-ce que ça peut être un élément de clutch où tu accumules des points, tu fais un bon différentiel attaque-défense, mais sur des fins de match, tu les gères pas bien. Ça aussi, je suis allé regarder. Et au niveau des clutch, parce que c'est possiblement une explication, ils sont à 42% de victoire dans les matchs qui se jouent dans le clutch, apparemment. Et ce serait 25e de NBA. Donc voilà, c'est pas top. Mais en même temps, déjà, les stats de clutch, il faut aussi les manier un peu faire attention, parce que c'est aussi des petits échantillons, mais c'est justement ça aussi le truc, c'est que t'as que 82 matchs, t'as pas non plus des tonnes, tous les matchs qui se jouent sur du money time ou du clutch. Donc bref, tout ça pour dire que on avait mine de rien affaire à plutôt une bonne équipe. Et tu vois, si on prend non pas le classement, donc 16e sur 30 au net rating différentiel attaque-défense, mais le chiffre brut, donc ils étaient autour des plus 2 de net rating. Et plus 2, c'est pas mal du tout, hein, pour le coup. Plus 2 de net rating, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire, hein, par exemple, je peux vous dire des équipes qui sont à ce niveau-là, en termes sur l'échelle des valeurs du net rating. On a Dallas qui était à 2,6, par exemple, en saison régulière. 2,6 pour Dallas. Cleveland, 2,4. Milwaukee, 2,7. Orlando, 2,4. Miami, 1,7.
Voilà, et c'est même mieux qu'un Sacramento qui était en play-in et eux qui étaient à 0,8, à peine plus 0,8, alors que Houston était à plus 2. Voilà, c'est pas non plus. Le score de plus 2 net rating, c'est clairement. On n'est pas sur une équipe calibre finale de conférence ou quoi que ce soit, mais on est sur une bonne équipe déjà. Et donc voilà, je pense qu'il y a un peu ça à retenir, c'est. Quelle qu'en soit la raison, en tout cas, effectivement, ils ont eu moins de victoires qu'ils auraient pu espérer, mais parce qu'ils ont proposé un bon fond de jeu qui n'a pas été récompensé au final. Mais voilà, c'est peut-être on commence par ça pour dire que il y a des bonnes bases déjà en fait. C'est ça. Je pense que le but de dire cette stat en première, c'est de prendre une photo un peu globale de la saison, le plus global possible, et après le but c'est un peu d'expliquer comment ils ont fait finalement, quel était ce fond de jeu, qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient si bons entre guillemets pour une équipe de jeunes quoi. Donc plus 2 de net rating, c'est un niveau de compétence qui est assez au-dessus des Lakers même, équipe, j'avais noté. Exactement au-dessus des Lakers, même au-dessus de Atlanta, qui a fait les playoffs play-in à l'ouest, mais qui était à moins 1,6. Mais bon, ça c'est l'Est, conférence quand même largement inférieure à l'ouest, ça on le sait. Mais non, juste pour dire aussi, donc plus 2 de net rating, l'an dernier, c'était quasiment à moins 9. Voilà, de points par 100 possession. Le net rating, pardon, on l'a pas dit, mais c'est le différentiel par 100 possession. Donc pour dire aussi à quel point il y a un grand écart, et c'est un peu dommage parce que peut-être que dans l'esprit des gens, il y a cet aspect de ils ont toujours pas fait les playoffs, on reste sur une équipe qui est mauvaise. Non, la transformation a été bluffante par rapport à l'an dernier qui était la deuxième pire de NBA avec moins 8,6 points de différentiel par 100 possessions, ce qui était catastrophique. Et donc là, voilà, en effet, ils font toujours pas les playoffs, mais en fait, ça fait un turnaround de quasiment 10 points par 100 possessions, ce qui est assez énorme quoi, d'une saison à l'autre. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu cet élément de ils ont fait les playoffs pour un peu couronner tout ça, mais voilà, d'une année à l'autre, je trouve que l'évolution est assez bluffante et je pense qu'on en reparlera, mais le niveau de compétence aussi qu'a apporté Ime Udoka, en plus de la progression des jeunes, mais le coaching et la compétence, les role-players qui ont été signés à Dylan Brooks, etc., mais même la défense aussi qui a bien aidé, je pense qu'on en reparlera aussi plus tard, à mon sens. Mais alors, à moins que tu aies autre chose à rajouter sur cette stat. Non, je t'en prie, vas-y, enchaîne avec ta première stat du coup. Je peux enchaîner avec la mienne, parce que surtout, elle est dans cette veine-là aussi. Enfin, j'avais noté le win differential, mais j'en ai une autre. Moi, c'était 3. 3, pourquoi ? Parce que c'est le nombre de saisons qu'on a eu dans la saison des Rockets. J'ai l'impression qu'on a eu 3 saisons en 1, avec des marqueurs un peu temporels qui ont été début de saison jusqu'à Noël, en fait, le 24 décembre. J'ai noté 7ème de NBA en net rating. Donc, encore une fois, le différentiel attaque-défense, et avec carrément un chiffre brut au-delà du classement qui était quasiment de plus 5. Ce qui est là, pour le coup, un score très très impressionnant. Pour le coup, plus 5, donc plus 4,6 précisément. Donc voilà, 7ème meilleur de NBA jusqu'à Noël, ce qui était le fabuleux début de saison. Tout le monde a crié sur eux, sur tous les médias, etc. C'était un peu le tube de l'automne. Ça, on s'en souvient. Et puis ensuite, entre Noël et le 1er mars, énorme trou d'air. Vraiment énorme trou d'air où ils sont tombés de 7ème à 20ème net rating de NBA. Donc de nouveau parmi les cancres de NBA, 20ème avec là encore un chiffre brut qui est passé de plus 4,6 à moins 3 points par 100 possessions, moins 3 de différentiel par 100 possessions. Donc un score très mauvais pour le coup. Et puis de nouveau, à partir du 1er mars jusqu'à la fin de saison, on est de nouveau monté à plus 6 de net rating. Donc les montagnes russes. Et là, c'est de nouveau le 6e meilleur score de NBA. Bon, après, la fin de saison, il y a aussi beaucoup de nuances à mettre par rapport au fait que, notamment par rapport au calendrier. Et notamment, moi, je pense que, je crois que d'ailleurs, toi et moi, on en avait parlé dans l'hebdo en fin de saison. Mais c'est un peu, on s'en fiche un peu de la fin de saison parce que, voilà, les scores sont aussi dus au calendrier parce qu'ils ont affronté 2 fois Portland. Bon, voilà, 2 fois les Spurs, 2 fois Washington, 2 fois Utah, OKC, mais sans SGA, et puis Cleveland, qui était la seule équipe compétente. Ça, c'est parmi les victoires qu'ils ont eues. Donc, vous avez vu qu'à part Cleveland, que des équipes assez nulles, pour le coup, que des équipes de tanking, ou alors OKC sans SGA. Et puis, dès qu'ils ont rencontré sur cette fin de saison des adversaires un peu compétents, Miami, Golden State, Minnesota, Dallas 2 fois, ils ont perdu. Donc voilà, c'est ce côté, je voulais un peu attaquer par ça parce qu'on a un côté 3 saisons en 1 avec un début de saison extrêmement prometteur et puis une fin de saison géniale mais aussi due au calendrier et au milieu un énorme trou d'air. Et c'est aussi pour dire que attention à ne pas regarder peut-être ou à faire attention à regarder les chiffres généraux, on va dire, pour cette saison des Rockets, tellement en fait, comme il y a eu 3 saisons en 1, finalement prendre le chiffre moyen de toute l'année, c'est un peu compliqué parce que ça reflète, il y a eu de tels écarts que ça reflète peut-être pas forcément à quel point
il y a eu forcément ces montagnes russes, quoi. Ouais. Et puis en plus, ce qui est intéressant un peu avec ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une différence dans la production, voilà, mais ça peut arriver, ça arrive à plein d'équipes, j'ai envie de dire, d'avoir des montagnes russes et des séries de formes et de méformes, etc. Bon, après, j'allais dire les Celtics de 2022, c'était un peu le cas, mais en fait, c'était pas vraiment le cas, c'est juste que eux, ils avaient sous-performé leurs stats jusqu'à janvier, et puis d'un coup, tout s'est bien assemblé, c'était encore Ime Udoka. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ces Rockets, je trouve, c'est que ça traduit parfaitement aussi ce qu'on a vu sur le parquet, notamment la fin de saison où t'as plus Alperen Şengün et t'as des joueurs qui jouent mieux. Bon, t'as aussi un calendrier qui aide, mais t'as aussi, je trouve, une différence d'identité à travers ces 3 saisons, avec le début de saison, un énorme niveau défensif et un niveau offensif où Şengün est vraiment au top, entre guillemets, j'ai envie de dire. On pourrait y revenir sur le pourquoi du comment. Puis j'ai l'impression qu'il y a un peu une adaptation des défenses adverses et un niveau moyen de la défense aussi générale de Houston qui baisse. Puis Alperen Şengün qui se blesse et Jalen Green qui fait un mois de mars au niveau auquel on pourrait l'attendre enfin. Et donc voilà, il y a vraiment, je trouve aussi, pas que dans la série, mais aussi en termes de ce qui s'est passé sur le parquet. Ça traduit aussi bien ce côté. C'était presque pas la même équipe, quoi. C'était presque pas la même équipe. Et puis, bon, c'était aussi pour dire attention aux petits échantillons, justement. Parce que, voilà, là, on dit sur telle période, ils étaient à plus 4 de net rating, mais quasiment plus 5, c'est génial. Ok, mais justement, c'est aussi pour ça qu'il faut attendre longtemps. Il faut de gros échantillons de matchs plutôt que simplement une poignée de 20-25. Parce que, voilà, il y a besoin que ça se normalise, il y a besoin qu'on. Ouais. Plus l'échantillon est gros, plus c'est représentatif, finalement. Donc voilà, c'est aussi les montagnes russes dues à ça, c'est parce qu'on arrive à découper en tout petits segments. Mais cela dit, c'est intéressant aussi de regarder un peu dans le détail comment est-ce qu'on est passé d'une équipe qui était à plus 5 points par son possession de différentiel créé à moins 3, donc un écart énorme. L'attaque, au tout début, était pas mal. L'attaque était pas mal, c'est-à-dire qu'en début de saison, 15e offensive rating de NBA sur demi-terrain, donc voilà, clairement dans la moyenne. Et puis ensuite, c'est tombé dans la mauvaise période, c'est tombé à 27e de NBA. Donc, clairement, l'attaque s'est un peu effondrée sur cette deuxième partie de saison. L'attaque sur demi-terrain, je veux dire, donc c'est clairement ça qui a un peu collé. Et même au niveau de la défense sur demi-terrain aussi, ça a un peu chuté. Ils sont passés de 9e à 22e, là encore, avec malheureusement une chute. Alors, un élément qui échappe un peu à leur contrôle. Je sais pas si tu avais cette stat aussi sur. Après, tu m'arrêtes si tu l'avais. Mais par rapport aux 3 points, tu sais, la réussite à 3 points des adversaires. Oui. Que c'est aussi pour ça qu'on explique que le defensive rating qui est passé de 9e en début de saison à 22e. On se dit, bon, mais en fait, ils défendent moins bien. Et en fait, pas totalement. Il y a aussi un aspect aléatoire mais en fait, l'efficacité adverse, donc qui est plutôt un truc que tu ne peux pas contrôler, même si tu contestes les tirs, etc., tu peux contrôler en partie, mais pas totalement. Il y a une très forte partie d'aléatoire sur à quel point les mecs mettent leurs 3 points ou pas. Il y a une grande variance, on va dire. Et en fait, en début de saison, ils étaient premiers de NBA. Et donc, il y avait un peu ce côté Jedi Defense, comme on dit, donc un peu surplus de réussite sur la réussite adverse, et c'est tombé à 22e dans la deuxième partie. Donc voilà, ce petit bonus en fait de chance au niveau de la réussite adverse à 3 points était là en début de saison, elle est complètement partie ensuite. Mais voilà, c'est vrai qu'on a ce genre de montagne russe, et donc c'est pour ça que plus l'échantillon est gros, mieux c'est. Et je trouve qu'au final, même si au sein de la saison, on a eu des montagnes russes, comme dit, au final, on voit à la fin que plus 2 de net rating, c'est pas cata, c'est pas mauvais, c'est pas génial, c'est bon, c'est correct. Je trouve que c'est ça au final qui reflète assez bien, quoi. C'est sur l'entièreté de la saison, plus 2 points par 100 possession. Ouais, ça colle assez bien, quoi. J'ai envie de dire. Ouais. Je suis d'accord. Et même juste pour ajouter un petit dernier truc sur ce que tu viens de dire, c'est que pour vous dire à quel point le boost était un peu phénoménal en début de saison, c'est que si on prend l'ensemble de la saison, les Rockets sont quand même l'équipe dont les adversaires avaient l'efficacité à 3 points la plus basse, malgré tout, avec 34,9%. Donc, malgré, on va dire, cette période où c'est un peu remonté, c'est parce que vraiment sur le début de saison c'était assez impressionnant et donc voilà. En effet, ouais. Après, bon, je sais que c'est pas totalement décoré, c'est pas totalement du hasard. Il y a quand même, c'est quand même plus complexe que ça, ce sujet. On sait qu'il y a quand même quelques éléments, on voit quelques liens entre des excellentes défenses et le fait qu'il y ait des efficacités autorisées, entre guillemets, autorisées à 3 points qui sont plus basses que pour des très mauvaises. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le 3 points, il peut y avoir une grande variance d'un match à l'autre, et notamment sur des petits échantillons. Donc voilà, on ne contrôle pas totalement à quel point les tirs ouverts sont mis par l'adversaire ou pas. Littéralement, si le tir est ouvert,
Bon, voilà, c'est un peu du hasard, quoi. Contester, c'est bien, on peut essayer de contrôler la qualité des tirs et la qualité des contests, évidemment, enfin via les contests. Mais voilà, quand il y a des variances, ne serait-ce que sur les tirs ouverts, bon, ben ça, la défense n'y peut rien. C'est vraiment un aspect aléatoire, mais voilà pour ces montagnes russes, on est un peu d'accord, on est sur la théorie de base qui est que ça a très bien commencé, ensuite ça a été moins bien. Au final, win differential très négatif, 30e sur 30 comme tu dis. Mais je pense qu'on est sur une première année du cycle finalement assez satisfaisante. Peut-être, est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Assez satisfaisante. Oui. Même qui a dépassé certaines attentes, je pense, sur même la progression de certains joueurs. Donc oui, globalement satisfaisante. Bref, on peut avancer. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Houston Rockets 2024? C'est 113.8. Ouais. 113.8, en fait, c'est le defensive rating des Houston Rockets quand Alperen Sengun est sur le terrain. Et alors, j'avais hésité aussi, je le dis parce que avec un peu plus le scouting d'Alperen Sengun, mais peut-être qu'on en parlera après, je sais pas, mais je trouve que là où c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a un petit lien avec ce qu'on a dit avant, quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est finalement les offensive rating et defensive rating des Rockets cette saison. C'est au final la 20e attaque et la 7e défense, bon peut-être qu'on l'a dit, mais donc voilà, c'est une équipe qui avant tout a réussi à avoir un net rating positif grâce à un bon defensive rating de 112.9, et malgré tout en ayant un Alperen Sengun qui joue on va dire un rôle primordial là-dedans. Et 113.8, bon c'est pas génial, mais c'est quand même très bon. C'est dans le 66e centile, donc je vais peut-être pas dire très bon, mais c'est quand même bon, et c'est un peu la confirmation que tu peux avoir une bonne défense avec Alperen Sengun. Alors cette défense, elle est encore meilleure presque parfois sans lui, mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise avec lui. C'est un peu ça que je veux dire, et c'est intéressant aussi parce qu'on a vu, je trouve, beaucoup d'irrégularités encore dans la défense de Sengun, même dans les couvertures qui sont employées, on l'a vu faire principalement du drop, mais aussi des couvertures plus agressives qui étaient super intéressantes, et donc au final le chiffre c'est quand même un defensive rating qui est plutôt bon avec un défenseur dont le grand public a une image de défenseur catastrophique, quoi. Donc voilà, c'était un peu pour mettre un peu les bases sur Alperen Sengun défensivement. Disons que clairement le modèle d'équipe c'est une équipe défensive, clairement. Oui. Un peu ce modèle de on va être une top défense, il faudrait qu'on ait un bon créateur pour nous un peu assurer un minimum de niveau de création, et on va gagner des points avec défense élite plus attaque assez bonne, quoi, mais pas forcément attaque élite. Un peu voilà le modèle, on en a plein des comme ça, hein, mais Westbrook à l'époque, l'attaque était dans la moyenne, mais en fait à lui seul il arrivait à tirer une équipe qui était très défensif et que des profils défensifs, il l'a tiré jusqu'à de très mauvais à moyen, voire même un peu plus que moyen, et derrière en plus la défense était élite, donc ça permettait de créer des points comme ça. Le modèle aussi Thibodeau, Derrick Rose Thibodeau à l'époque début des années 2010, etc., quoi. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Bon, peut-être on reviendra aussi sur le rôle offensif de Sengun, peut-être, qui n'est pas encore cette star, justement. Mais non, sur la défense, effectivement, je pense qu'il y a un peu une mauvaise vision, je pense, à son propos, une mauvaise perception de ce qu'il est, parce que, et je pense que je suis sans doute le premier fautif, hein, même si, bon, j'avais essayé d'en parler en longueur, mais je suis le premier à avoir fait des comparaisons avec Jokic, même si, comme dit, encore une fois, dans ce podcast-là, au-delà des comparaisons, je notais bien les différences, et je pense comme on faisait des comparaisons avec Jokic, beaucoup de monde s'est dit, du coup, par biais de stéréotypage, il est aussi mauvais en défense que Jokic peut l'être parfois, ou alors il a un peu les mêmes qualités athlétiques ou physiques que Jokic, alors que justement, là où il est très différent, c'est que déjà, il est pas aussi grand du tout, donc ça c'est un énorme malus, hein, pour lui en attaque et en défense, mais par contre au niveau athlétique on a affaire à deux mecs qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Donc il y a un peu forcément cette même fibre de génie du passing, de créativité de toucher de balle aussi, enfin voilà, il y a plein de comparaisons, il y a aussi des différences majeures que sont ça, et au-delà de la comparaison avec Jokic, je pense que même avec Sabonis, qui est aussi une excellente comparaison dont on avait parlé aussi, enfin, j'en ai parlé au tout début quand il était rookie, mais là encore, c'est à mon avis, c'est
comment dire, c'est un modèle potentiel pour Sengun, ce métier-là, un peu le hub offensif, etc. On en parlera, mais là encore, à quel point il n'y a pas un biais de stéréotypage sur qualité athlétique et défense par rapport à Sabonis, qui lui n'est pas bon là-dessus non plus, quoi. Et en fait, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, Sengun, au niveau profil physico-athlétique et donc aussi au niveau à quel point est-ce qu'il est bon en défense, ce n'est ni Jokic ni Sabonis. C'est complètement différent. Par rapport à Jokic, il n'a pas la taille, mais il a un niveau de qualité athlétique qui est très différent, et donc il ne pourra pas faire du drop, il ne pourra pas faire du edge, etc. Mais par contre, il a une très très belle mobilité déjà à l'heure actuelle et une plutôt bonne... Voilà, il peut vivre dans le périmètre beaucoup mieux, pour le coup, vraiment ce côté qualité athlétique et mobilité, etc. Et voilà, et par rapport à Sabonis aussi, Sabonis qui est pas très grand, mais qui n'a pas non plus ce niveau de qualité athlétique, lui, Sengun là. Donc, je me demande à quel point est-ce que, par rapport au grand public, etc., il n'y a pas aussi une mauvaise perception à cause de toutes ces comparaisons et de biais de stéréotypage, forcément, parce qu'il y a ces comparaisons, alors qu'en fait, il joue un peu comme un passing hub, oui, il joue un peu comme parfois comme Jokic, etc., mais en fait, défensivement et physiquement, c'est pas du tout le même spécimen, en fait. Ouais, exactement. Et je trouve que même défensivement, c'est un joueur très particulier. Si on rentre un peu dans le détail, ou pas forcément, mais pas forcément l'ultra détail, mais dans le sens où c'est un joueur qui, par son profil, va avoir des problèmes sur de la défense de drop, je trouve, même si ça a progressé, mais parce que il a pas cette verticalité, voilà, etc. Mais en fait, du coup, c'est plus un défenseur on-ball qui est pas forcément excellent en défenseur du pick and roll, mais je trouve que tout de même, il y a plus sur le côté off-ball, dans les rotations, dans l'activité, etc. Là-dessus, on est sur un joueur qui est même plutôt positif. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'utilisation qui en a été faite, et finalement plutôt même les schémas qui ont été faits à côté de lui, avec du coup on est beaucoup plus sur du switch, on fait beaucoup plus de switch que par exemple les Nuggets font, même si on essaye de pas faire switcher Sengun au maximum, mais voilà. Et on fait aussi beaucoup d'aide et d'aide très agressive pour le protéger. Il y a notamment j'ai regardé un match il y a pas longtemps, parce que du coup je prépare, j'écris quelque chose sur Sengun justement, où en fait les Rockets switch, et du coup Fred VanVleet se retrouve sur Rudy Gobert, et Fred VanVleet va faire un front, et on vient tout de suite faire une aide très agressive pour empêcher la passe lobée, on va dire, à Gobert. Et voilà, c'est un peu typique de cette défense qui au final a été très agressive, même avec Sengun. Et ce que je trouve aussi peut-être intéressant d'aller un peu aussi là-dessus, c'est sur le côté aussi sans Alperen Sengun, là on a eu une défense qui était encore plus agressive. Bon, après, face à quel échantillon, faut le voir, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir des schémas un peu classiques avec Sengun, encore que, et des schémas sans Sengun qui sont là, on est sur du switch all et des défenses ultra agressives, comme j'ai dit, avec des early help, etc., des blitz sur le porteur de balle qui sont ultra intéressantes. Donc voilà, tu as une certaine en fait polyvalence peut-être un peu cachée de la défense des Rockets, et même avec Sengun, j'ai envie de dire, quoi. Oui, c'est ça en fait, on sait que Udoka, a priori, aime bien des défenses un peu qui switch, défense très dynamique, très polyvalente. Clairement, Sengun n'est pas un frein à ça, je pense. C'est pas quelqu'un qui va être avoir un énorme impact en termes de rotation, d'aide en deuxième rideau, etc. Même s'il le fait, mais il est en bonne position au bon moment, en général. C'est juste qu'il n'a pas ni l'explosivité, ni la verticalité pour faire les actions une fois qu'il y est, quoi. Donc il peut se faire dunker dessus, il peut se faire scorer autour. Il est en bonne position, mais voilà, il peut pas faire l'action à la fin, en tout cas pas autant qu'un mec qui aurait des atouts physiques d'élite. Mais par contre, oui, il a cette mobilité qui fait que il peut s'adapter à ce genre de schéma un peu mouvant, et je pense qu'il faut voir ça comme ça. Ce sera jamais un protecteur de panier classique ou même impactant, mais si tu arrives ne serait-ce qu'à l'inclure dans ce genre de schéma un peu de switch, par exemple, en fait tu blindes à côté tout ce qui est des défenseurs plus longs, plus grands, plus polyvalents et plus compétents, et puis tu construis aussi comme ça ton identité, quoi. Donc je pense que ça peut être aussi un bon modèle. Et effectivement, moi je pense qu'il y avait déjà des flashs un peu de bonnes actions de Sengun défensivement, mais c'était assez rare, pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas aussi cata que certains peuvent l'être. Et là, cette année, un peu comme tout le monde, c'est un thème général, mais un peu comme tout le monde, cette année aux Rockets, en fait, il a un peu progressé, il a gagné en régularité, mais c'est le cas de Jalen Green, c'est le cas de Jabari Smith aussi, qui a fait un step-up de folie en défense, grâce à, je sais pas, mais avec Ime Udoka cette année.
Voilà, je pense que clairement le modèle c'est ça. Ça va être une défense un peu switch, un peu polyvalente, un peu dynamique, plutôt que se dire allez on va faire comme à Denver où on va ne pas le faire switcher, on va faire des edges pour le protéger, donc le faire des 2 contre 1 et puis protéger derrière. Je suis pas sûr qu'on soit sur le même modèle, même s'il peut. Mais il a aussi cette capacité avec, oui, il est pas aussi grand, mais il est peut-être plus mobile, beaucoup plus athlétique, donc on peut l'utiliser de manière différente en fait. Ouais, exactement. Et puis même voilà, comme j'ai dit, dans la défense off-ball, je l'ai trouvé bien meilleur que les saisons passées. Et j'avais par contre une autre stat un peu qui allait avec celle-là, parce que on va peut-être pas faire tout un chapitre sur l'autre stat, mais c'est malgré tout un peu, je sais pas trop en tout cas quoi en faire, mais c'est le moins 1,8% de transition quand il est sur le terrain par rapport à quand il n'y est pas. Et c'est quand même un petit thème, je trouve, dont on pourra parler, mais qui s'est vu sur la fin de saison, c'est que avec ces schémas sans lui, tu as une équipe qui... alors je sais pas à quel point c'est parce que l'équipe sans lui est incroyable, ou à quel point quand il est là, c'est juste pas très bon. Mais il y a quand même cette équipe sans lui qui arrive à créer beaucoup plus de jeux rapides et de transitions, qui peut être un manque à gagner pour cette équipe qui n'est que 20e attaque, même s'il y a des progrès à faire sur plein d'autres thèmes, quoi. Tu parles de transition offensive alors, hein, oui, c'est ça? Oui, de transition offensive. Moi, je croyais que tu étais sur les contre-attaques défensives. Non, tu veux dire que quand il est pas sur le terrain, du coup, ça court plus en attaque sans lui, quoi. Oui, c'est effectivement. Ça. Et il est quand même dans le 15e centile, donc c'est quand même très faible, mais c'est aussi un peu dû à son profil, là, pour le coup, c'est assez évident. Ouais. Bref, je pense qu'on a affaire à un joueur viable, défensivement, en tout cas, potentiellement. On n'a pas du tout affaire à un trou d'air. Et en plus, comme ça je peux enchaîner sur la mienne de stats, mais plus il aura de responsabilités, et plus il va rayonner en attaque, plus tu vas accepter le compromis aussi. Hein. C'est là-dessus où je pense que la balance doit se faire, c'est que si tu l'as sur le terrain, mais pas pour l'utiliser tant que ça en attaque, ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, je veux dire, le compromis, tu l'acceptes si de l'autre côté, en effet, il te sert beaucoup, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, donc je peux enchaîner avec la mienne de deuxième stat du jour. Moi, j'avais 61,4. J'avais noté en fait son nombre de touches par match. Donc les touches, c'est juste le nombre de fois, non pas la touche physique, hein, c'est pas le nombre de fois où physiquement il touche le ballon, mais le nombre de fois où il possède le ballon par match, c'est plus global. Donc s'il a la balle et qu'il fait 3 dribbles et qu'il fait une passe, voilà, ça c'est une touche. Bref, donc 61,4 touches par match en moyenne. En 2023, l'an dernier, on était à 56. Donc ça a augmenté. Mais bon, le jump n'est pas non plus spectaculaire, puisqu'il est passé dans le classement minimum 40 matchs par an, enfin minimum 40 matchs sur l'année. Il est passé de 76e plus gros total de NBA, 76, à 55. Oui, ça augmente, mais il est encore que le 55e plus gros total de touches par match en NBA en moyenne cette saison en 2024. Et pour dire aussi, par exemple, d'autres chiffres pour que vous ayez un peu en tête qu'est-ce que ça représente, Paolo Banchero, par exemple, est à plus de 76 touches par match. Donc plus de 76, là où Sengun est à 61. Donc Sabonis, 91, qui est deuxième de NBA. Jokic, qui est premier, plus de 100 touches par match. Alors que Sengun est à la moitié, peut-être pas, un peu plus quand même, mais 61. Et en fait, ma question, et je voulais te poser la question, te lancer là-dessus, est-ce qu'il est assez utilisé, Sengun, ou pas encore? Non. pas du tout, pour le coup, je trouve. En tout cas, même la façon dont il est utilisé, on peut aller un peu là-dessus, mais je trouve que déjà, en termes de responsabilité, on peut discuter, parce que tu aurais beaucoup plus à faire et à gagner, je pense. Mais même dans les façons dont il reçoit les ballons, je sais que je n'ai pas le chiffre brut exact, mais on en avait parlé un peu sur le top 25, mais c'est j'avais cherché pour le top 25, mais c'est le deuxième joueur de NBA qui joue le plus de possessions en tant que rollman, alors que c'est pas du tout son profil, quoi. C'est pas du tout son profil. Et donc moi j'ai été extrêmement frustré, on va dire, toute la saison. Et d'autant plus que sur la fin de saison, je trouve il y avait un peu aussi de mieux sur son utilisation, avec pas mal de zoom action pour soit Cam Whitmore, soit Jalen Green, etc., avec pas mal d'actions comme ça, où du coup il était plus utilisé, on va dire, dans le périmètre en tant vraiment que hub offensif, comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire vraiment, voilà, j'ai la balle et je fais vraiment la tour de contrôle comme le fait Sabonis ou Nikola Jokic, alors qu'au final, au cours de la saison, il a été beaucoup plus utilisé comme, voilà, on joue un pick and roll avec Fred VanVleet, on lui libère sur le short roll, et là-dessus il prend la décision, sauf que qu'est-ce qui s'est passé ?
je trouve aussi, en tout cas, c'est un ressenti en ayant même revu pas mal de matchs, c'est que les défenses se sont vachement adaptées. C'est-à-dire, le défenseur intérieur faisait du deep drop face à lui, et autour, on n'amenait pas d'aide. On n'amenait pas d'aide. Et donc, finalement, on libérait sur Alperen Şengün, sauf qu'Alperen Şengün, vu qu'il n'avait pas de ligne de passe possible, c'était un peu l'attaque s'enlisait un peu, et vu que c'est pas cette menace de lob, etc., face à un drop, il n'était pas forcément très menaçant. Alors on en avait aussi parlé dans l'hebdo, il a développé quelques contre-moves à ça, notamment le fait de driver et de se créer un peu ses mini post-up lui-même. Mais voilà, donc je sais que ta question de base c'était pas du tout ça, enfin c'était pas vraiment ça, j'ai un peu divagué, mais je trouve que voilà, dans le volume de responsabilité et dans même au sein du volume, comment c'est fait, je trouve qu'il y a un énorme manque à gagner, en tout cas pour cette attaque de Houston. Je sais pas si tu partages cet avis. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi un élément très simple, c'est que en effet, c'est un des meilleurs passeurs de NBA, notamment en mouvement. Le fameux short roll, hein, c'est ça, c'est la passe, l'extra passe en sortie du pick and roll faite par le gros, qui doit tirer profit du 4 contre 3. Mais sauf que, en fait, si le mec n'a pas de partenaires, et notamment des arrières, des porteurs de balles, qui mobilisent des prises à deux, il n'a pas d'opportunité de short roll. Parce que l'avantage, le 4 contre 3, où il peut faire parler son passing, c'est quand il y a deux sur le ballon, et que donc ça libère sur lui, et là, il a un avantage, et il peut faire la bonne lecture. Mais sauf que, voilà, s'il n'y a pas de prise à deux, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de prise à deux sur Van Vliet, sur Dillon Brooks, sur Jalen Green, il les a pas, ces opportunités, quoi. Donc en effet, mais je posais la question parce que c'est vrai que là-dessus, j'étais un peu déçu cette année. Et après, je sais que je suis plus haut que la moyenne sur le potentiel de Şengün, mais pour moi, ça peut être quelqu'un à beaucoup plus haut volume qui peut organiser beaucoup plus l'attaque. Et c'est un peu un truc qui m'a déçu, je sais pas, mais en tout cas, je restais un peu sur ma faim. J'imaginais faire un saut beaucoup plus conséquent en termes de responsabilité. Et ça n'a pas trop été le cas, pardon. Ça n'a vraiment pas trop été le cas. On a eu quelqu'un qui, comme tu dis, a toujours eu une utilisation, alors parfois du jeu de main à main, les fameuses zoom action dont tu as parlé, etc., mais pas tout le temps, quoi. Alors que pour le coup, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait le faire plein temps, et t'as pas besoin de faire autant de pick and roll avec des porteurs de balles qui, sur les standards de porteurs de balles, sont quand même très mauvais. Ils sont pas mauvais en soi, mais voilà, un Van Vliet ou un Jalen Green ou un Dillon Brooks, du coup, c'est quand même mauvais par rapport aux standards de NBA. Donc, à quel point est-ce que ça pourrait pas être plus intéressant de responsabiliser encore plus Şengün? Voilà, là-dessus, en tout cas, pour moi, on est encore loin de son maximum, hein, comme dit, des mecs comme Sabonis et Jokic qui sont un peu la référence dans ce style de jeu-là, ils sont quasiment à 100 par match. Lui, il est un peu plus de 50, quoi. Enfin, il est à 60. Donc on est encore loin de cette prise de fonction, prise de responsabilité, pardon. Donc un peu sous-utilisation pour moi, et là où ça peut poser question, c'est que, en fait, quand il n'est pas dans ce rôle-là c'est lui le créateur, le décideur qui a la balle en main et qui initie l'attaque, quid de sa valeur off-ball, en fait. C'est aussi ça le problème, c'est qu'il n'a pas non plus sur pick and roll une verticalité énorme, quoi. Il a ni les centimètres ni l'explosivité pour être une menace de verticalité au panier sur les alley-oop ou autre moyen de faire pression au panier sur le roll du pick and roll, donc le fait de plonger au panier, donc pas trop ça. Il n'a pas non plus le 3 points catch and shoot. Ça aussi, peut-être, c'est un truc sur lequel il stagne depuis 2 ans maintenant. C'est le jump shot, ça n'a pas l'air de venir, mais donc du coup, de facto, il l'a pas. Hein, donc sur ce côté, quand il est utilisé sans ballon, c'est un peu dommage parce que voilà, tu parlais de faire l'adversaire qui fait des drops. C'est aussi pour ça, parce que l'espace qu'on veut lui donner, on reste bas, comme ça, l'espace qu'on lui donne, il est en haut, il est sur le pick and pop, mais on craint pas de lui donner cet espace de pick and pop en haut du terrain, je veux dire, au niveau de la ligne à 3 points. Donc il y a ça, et puis. Enfin bref, t'as pas non plus envie de l'avoir dans le dunker spot, autour du panier, rôder autour du panier, parce que ça fait pas non plus un spacing de fou, et puis c'est pas non plus un dunker en 2 pas qui peut prendre la balle très vite et avant qu'il y ait la rotation, venir punir. Enfin bref, pour moi il y a un peu ce truc de j'aimerais bien qu'il soit utilisé plus avec la balle, d'une part parce qu'il peut, et parce que c'est un excellent passeur et autres, mais aussi d'autre part parce que moins tu l'utilises et plus il est off-ball, plus tu perds un peu de valeur, parce que il a pas tant que ça de valeur en tant que joueur off-ball, pour moi, à mon sens, quoi. Ouais. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, t'as un produit fini qui, utilisé comme il est utilisé aujourd'hui, et pas forcément très, très... Enfin, pas au maximum de ses capacités, quoi. En gros, si on devait un peu le modéliser. Et puis même, je trouve, mais vraiment, c'est assez choquant le nombre de possessions qui finissent entre ses mains. Donc, sur des stats comme l'usage ou des choses comme ça va monter, mais juste en fait parce que la première action a pas marché, et donc en fait ça finit par un post-up, ou même le nombre de post-up un peu classique, c'est-à-dire sans recherche de
vraiment tu vois, comme Porzingis avec les Celtics, où on cherche le mismatch, et il a fait une saison sur post-up avec une efficacité délirante, alors que Şengün, ça pourrait être un peu son point fort, le post-up. Et ben même là-dessus, en fait, beaucoup de ces post-up, c'est juste, l'attaque a un peu patiné, donc on donne la balle au final sur les 10 dernières secondes à Şengün, ou les 8 dernières secondes, ou les 5 dernières secondes, et il joue un post-up face à Brook Lopez, il joue un post-up face à Victor Wembanyama, et donc ça peut marcher sur une action parce qu'il a les capacités, il a le footwork, il a la créativité, etc. Mais au final, sur l'ensemble, je trouve, d'un match ou d'une saison, t'as beaucoup de manque à gagner sur l'utilisation pour lui, déjà je pense pour ses stats personnelles, son efficacité personnelle, qui je crois il est que à 101 de true shooting plus, donc pour un intérieur ça fait pas rêver quoi. Et même pour l'attaque au global, au final voilà, comme dit, finalement si tu l'utilises comme un joueur de pick and roll et rollman, et parfois dans le dunker spot, bah en fait là ça m'a fait un peu sourire, parce que le profil que tu as décrit, c'est typiquement le profil où un Amen Thompson il excelle quoi. Et on l'a même vu un peu, bon c'était face à une très faible adversité, mais on l'a vu dans des matchs face à Cleveland ou des choses comme ça, où c'est vraiment ce profil de rollman, et parfois dans le dunker spot où là lui sur 2 pas il a cette explosivité, cette verticalité, et t'as moins de compromis malgré tout ce qu'on a dit sur Şengün, t'as même plus de valeur défensivement aussi quoi. Donc oui, c'est un peu je pense que on peut être quand même content de l'augmentation du rôle, parce que mine de rien l'année dernière je crois que la saison 2022-23 il la commence même pas titulaire, il commence derrière Bruno Fernando. Mais voilà, il a été titulaire, il est le joueur avec le plus gros usage ou pas loin, mais malgré tout je trouve que voilà, il y a un manque à gagner collectif assez important, ouais. Après, pour dire, hein, tu vois, j'ai cité les touches par match en moyenne, et il y a peut-être encore meilleur indicateur, le pourcentage de paniers assistés. Non seulement il n'a pas pris en volume autant qu'on aurait pu penser, hein, pour le coup, mais même si tu regardes à quel point ces paniers étaient assistés, l'an dernier 52%, donc un panier sur 2 était assisté, donc survenait après une passe décisive, donc a priori était créé par autrui, hein, pour le coup, donc 52%, ça veut dire que une fois sur 2 c'était créé pour lui, une fois sur 2 il s'est le créé lui-même, et là ce pourcentage est monté à 65%. Donc non seulement on n'a pas eu une prise de responsabilité comme on aurait voulu, mais même c'est un peu allé dans l'autre sens, c'est-à-dire que il est aujourd'hui plus assisté, on lui crée plus de choses, et donc il joue un peu plus off-ball que ça pouvait être le cas avant, quoi. Donc ça va dans le sens inverse, où nous on s'attendait peut-être à une prise de responsabilité un peu plus grande, et là en fait non, il est carrément plus assisté qu'il n'a jamais été en carrière en NBA, quoi. Donc ça va de l'autre côté, et en effet ça fait ce qui fait que au niveau de l'efficacité, on est à 101 comme tu dis, donc plus 1% par rapport à la moyenne en termes d'efficacité au scoring individuel. Donc c'est pas top, mais en même temps, comme on dit, voilà, s'il est aussi pas mal utilisé off-ball et qu'il n'a pas d'énormes atouts off-ball, c'est pas génial. Au niveau du shoot, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu déçu par rapport à il y a 2 ans, où il était encore très jeune, et on se disait, c'est encore très tôt dans son développement, est-ce que le jump shot, vu son toucher de balle, ça peut pas se développer? Pour l'instant, c'est vrai qu'on est à 30% d'efficacité sur même pas 2 par match, donc indicateur pas top, et en plus si on recoupe avec les lancers francs, à peine à 70 aussi, donc là encore indicateur très pertinent, qui ne dit pas non plus, qui n'a pas l'air hyper encourageant. Je pense que le problème avec lui, de son jump shot, c'est pas le toucher, parce que le toucher il l'a, c'est qu'il a jamais construit une belle mécanique à mon sens, donc ça c'est un peu dommage, mais en tout cas le 3 points et le jump shot ne sont pas là encore. Et tu vois, je parlais de ça, le fait qu'il est beaucoup utilisé off-ball et que ça doit pas l'aider au niveau de l'efficacité, mais c'est vrai que il fait pas non plus une grande saison sur l'efficacité on-ball en tant que créateur non plus. C'est pas comme si c'était un diamant brut qui était sous-utilisé, quoi, tu vois. Au niveau de l'isolation, il est à 0,82 points par possession. 0,82, c'est pas bon. 0,82 points par possession d'isolation, c'est pas top, quoi. Au niveau du post-up, il est à 0,96 points par possession. C'est dans la moyenne à peu près. C'est moyen, mais c'est pas non plus génialissime, quoi. Et je me demande à quel point tout ça, c'est pas aussi rendu pire entre guillemets par le fait qu'il n'a pas de jump shot en fait, donc il n'a pas ce côté double menace un peu extérieur-intérieur qui peut un peu toujours surprendre et qui apporte un équilibre. En tout cas dans les faits, on a quelqu'un qui il est encore très jeune, 22 ans, qu'au niveau d'efficacité moyen de NBA, j'avoue que il y a 1 an, 2 ans, j'imaginais peut-être que la courbe de progression serait plus grande, qui aurait un peu plus ce côté tranchant, ce côté parfois implacable au scoring qu'on n'a pas trop pour l'instant, où il est efficace mais pas surefficace, il est juste au niveau d'efficacité moyen. Et en création, c'est pas mal,
mais c'est pas encore génialissime, quoi. Pardon. Donc voilà, je sais pas trop comment juger sa saison l'un dans l'autre parce que mine de rien, il est quand même resté efficace sur un plus gros volume. Il fait une bonne saison défensive, on l'a dit. Le passing est toujours là, évidemment. Mais voilà, je m'attendais peut-être à mieux, mais c'est peut-être aussi moi qui avais de trop grandes attentes. Par rapport à Sengun, c'est pas impossible non plus, quoi. Ouais, oui, je pense qu'en tout cas, je crois qu'il a même pas 22 ans. Ouais, il a 21,9 années d'après Cleaning the Glass actuellement. Et on le voit malgré tout, je trouve, sur la saison. Alors, c'est des petits échantillons, mais commencer à essayer de développer, en tout cas à mi-distance, un petit shoot avec, il est passé de 2 à 6%. C'est pas grand chose, mais ça représente pas beaucoup de tirs, mais quand même. Et il y a cette mécanique du one leg qui fait un peu, voilà. Je sais pas à quel point il a essayé de le développer et ça n'a pas marché, ou à quel point juste ça a pas été, en tout cas, un axe de progression qu'il a vraiment travaillé pour l'instant, et à quel point ça peut encore venir, parce que, comme j'ai dit, il a même pas 22 ans. Donc voilà, après moi, je sais pas en tout cas trop si c'est vraiment le bon enseignement à tirer, mais je reste convaincu. Alors sur le scoring, peut-être que c'est pas le scoreur ultra efficace et ultime qu'on aurait pu penser, mais en tout cas, je reste persuadé que sur le côté création collective, il y a beaucoup mieux à faire avec un Alperen Sengun, quoi. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Houston Rockets 2024 ? Je vais aller sur 1. Sur 1. Ouais. C'est le nombre de joueurs aux Rockets qui ont mis plus de 2-3 points par match et qui tournent à plus de 35%. Il n'y a que Fred VanVleet, en gros, qui met 3,13 points par match à quasiment 39%. Et en fait, quand on regarde un peu même, on n'a aucun shooter à plus de 40%, qui a fait une saison en tout cas, à plus de 40% dans l'effectif, malgré que Dillon Brooks ait commencé sa saison à 50%, à 3 points sur le premier mois. Et en fait, c'était un peu un thème de progression. En tout cas, finalement, on a dit, ok, c'est une équipe jeune avec pour l'instant de la défense, une attaque qui n'est pas forcément excellente. Et pourquoi cette attaque n'est pas excellente ? Je pense qu'il y a une question de fond de jeu aussi peut-être, mais la grosse raison, et c'est un thème principal de la NBA, c'est le spacing qui pour l'instant n'est pas optimal, parce que même pourquoi les équipes, si on reprend l'exemple simple d'une action où Fred VanVleet joue le pick and roll, il libère sur short roll et l'intérieur en face est en drop, même en deep drop, c'est-à-dire très proche de son panier, et on n'amène pas d'aide pour justement un peu neutraliser ce spacing. Pourquoi on peut faire ça aussi ? Parce que, pourquoi on peut faire ça ? Parce que Sengun n'a pas le pick and pop, et donc c'est aussi un peu pour rentrer dans ce thème de, il n'y a pas forcément le spacing. Il y a Jabari Smith qui est à 36%, Dillon Brooks à 36% en ayant commencé à 50%, Jalen Green à 33%, Cam Whitmore à 36%, donc c'est pas génial. Harrison a très peu joué. Sengun, on l'a dit, c'est pas un shooter. Donc voilà, il y a un problème de spacing, je pense, chez ces Rockets, qui est assez global et qui a été en tout cas un des enjeux primordiaux, même Amen Thompson, qui est un non-shooter absolu, qui est un des enjeux primordiaux de cette intersaison. Donc comment grandir ? Je pense que la principale raison, c'est par le spacing. Comment il y a des shooters qui peut-être ont sous-performé ou surperformé, qui sont encore jeunes et qui peuvent progresser sur le tir. Je sais que Jabari Smith, sa promesse à Auburn, c'était un shooter d'élite, qui n'est pas forcément encore. Jalen Green, si on regarde l'efficacité en carrière, c'est quand même à 3 points un peu décevant. Voilà, même Sengun, Amen Thompson, etc. Donc c'est un peu un thème, un axe de progression en tout cas de cette équipe des Rockets. Je suis d'accord, et d'ailleurs c'est aussi là-dessus par rapport à Sengun, tu vois, quand tu as un non-shooter, si tu l'utilises pas avec la balle, du coup il fait partie du spacing et il handicape le spacing. Alors que plus tu vas utiliser Sengun avec la balle en tant que créateur et donc loin du panier avec la balle, il ne fera plus partie du spacing, et donc ce serait plus facile d'avoir de l'espace parce que le non-shooter à la balle donc ne fait pas partie du spacing, quoi. Donc ça pourrait aussi être une solution, mais clairement je pense que cette année on est
voilà, étape 1 du développement, on va dire. on a passé une étape en défense. Et maintenant, on attend, comme tu dis, l'autre élément, c'est le spacing. Maintenant, l'an prochain, et sur la suite du projet, maintenant qu'on a assuré les bases pour Udoka qui sont la défense, maintenant, il faudrait s'attaquer au spacing parce que c'est littéralement ce qui peut faire décoller, décoller les Rockets, pardon, pour la fusée, mais qui peut aider au développement des jeunes aussi, hein, offensivement. C'est un Sengun, il lui faut de l'espace, un Jalen Green, il lui faut de l'espace pour opérer, etc., etc. Donc, c'est la prochaine étape. Et en effet, quand tu as cité Fred VanVleet, qui est un peu le seul bon shooter en termes de volume et d'efficacité, mais si on prend les chiffres généraux de l'équipe, on est sur à peine 23 catch and shoot par match sur la saison en moyenne. 23 catch and shoot par match, c'est le 6e ou 7e pire, je crois, de NBA cette saison, en termes de volume par match, de catch and shoot à 3 points. Et surtout, il faut doubler ça, il faut le combiner avec aussi l'efficacité, où ils sont à 36% sur les catch and shoot à 3 points, ce qui est bien évidemment bien en dessous de la moyenne des catch and shoot à 3 points, qui est une moyenne un peu plus élevée que les 3 points en général. Évidemment, c'est des tirs plus faciles. Et c'est là le 5e pire de NBA, derrière des Pistons, Spurs, Bulls, Blazers et donc les Rockets. Donc en effet, il n'y a pas d'espace. ça manque de shoot, ça manque de compétences, mais surtout ça manque de shoot en attaque qui empêche aussi peut-être la bonne optimisation de chacun des joueurs offensifs ensuite, quoi. Ouais, bah exactement. L'efficacité sur post-up, je pense que, par exemple, pour reprendre l'exemple de Sengun, encore lui, mais l'efficacité sur post-up, elle est aussi faible parce que les défenses avaient la liberté de doubler ou de choses sur lui sans être sanctionné derrière. Et même l'exemple de Fred VanVleet, en fait, je pense que c'est plus un shooter de pull-up que vraiment de catch and shoot, quoi. C'est un shooter. C'est là d'ailleurs toute la valeur du profil de VanVleet, c'est que il peut shooter derrière un écran et donc souvent ça crée des décalages. Mais finalement, voilà, t'as aucun shooter en mouvement. À aujourd'hui, donc qui pourrait même apporter ça. Et même en catch and shoot, comme tu l'as très bien dit, t'as pas de joueur d'élite, quoi. Oui, t'as pas ni de joueurs à volume, en fait, t'as très peu de joueurs respectés, Oui. Une respectabilité à 3 points. Si on se fait la rotation principale, si on peut les compter, hein. Bon, VanVleet, ok, 1, ça fait 1. Sengun, il n'est pas respecté à 3 points, il n'a pas cette dangerosité, évidemment. Jabari Smith, peut-être, ça fait 2, on est d'accord. Jalen Green, je suis pas sûr qu'il soit respecté beaucoup à 3 points. Dylan Brooks non plus. Amen Thompson, non. Tari Eason, non. Cam Whitmore, je pense pas. Alors, je pense que peut-être dans la théorie, oui, mais peut-être pas encore. Jeff Green, non. Aaron Holiday, peut-être, ouais, mais c'est quand même assez mineur. Et Jason Tate, non. Voilà, je t'ai fait la rotation principale des 10-11 des Rockets. Voilà, ça fait peu. Ça fait quand même peu de shooters, donc effectivement, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, clairement. Et en plus, alors, il y a quand même Steven Adams aussi qui rentre dans l'équation. Alors, je sais pas quel sera son rôle l'année prochaine, mais on n'est pas forcément sur un shooter. Mais voilà, c'était aussi peut-être pour mentionner et justifier, parce que du coup, on tourne après la draft, mais justifier le choix Rich Shepard mince, c'est quoi, c'est 4 3 ou 4, je ne sais plus. Mais le choix Rich Shepard en 3, je crois, qui est du coup censé être en tout cas un shooter de catch and shoot d'élite. Et là-dessus, ça peut être peut-être là la clé, enfin, peut-être pas la clé parce qu'un joueur va pas tout changer, mais voilà, justifier ce choix qui peut-être était trop haut pour certains, mais en tout cas, c'est l'axe de progression des Rockets. Ouais. Après, un joueur ne fait pas le spacing, malheureusement. Oui. mais c'est déjà bien de commencer, quoi. C'est un bon début. Mais alors, effectivement, je peux caler ma troisième stat du jour, moi, qui était pas sur le spacing en soi, mais qui était un peu une des faiblesses en tout cas une caractéristique offensive de Houston. C'était 24, puisqu'ils sont 24e à l'IFG. Donc, qu'est-ce que l'IFG? C'est effective field goal, pardon, c'est la réussite au tir, mais un peu ajusté, les 3 points ajustés par rapport aux 2 points pour revaloriser justement la valeur des 3 points plutôt que 2. Bon, bref, c'est en gros la réussite au tir. Voilà, réussite offensive au tir, l'IFG, et c'est un des fameux 4 facteurs offensifs, stats, qui définissent soit une attaque, soit une défense. Il y a la réussite, il y a les rebonds, il y a les pertes de balles, et puis il y a les lancers francs. Et donc l'adresse, c'est un des 4, et donc ils sont 24e au niveau de la réussite, et c'est vraiment celui qui est le plus mauvais. Parce qu'en fait, si on regarde les autres, ils sont donc 6e en termes de création, en termes de turnover commis, donc pas tant que ça de perte de balles, 6e sur 30 en NBA, 10e au rebond offensif aussi, donc ils ont pas mal attaqué le rebond offensif, et 13e même au lancer franc. Donc voilà, au niveau des 4 facteurs stats, les 4 factors, il y en a 3 sur lesquels ils sont
au niveau de la moyenne, enfin au-dessus de la moyenne assez nettement, mais le problème c'est qu'il y en a un, et c'est le plus important malheureusement, c'est la réussite au tir où ils sont 24e. Et c'est vrai que ça définit bien aussi les mots offensifs de cette attaque. C'est qu'on met pas des tirs en fait, hein, on met pas de points, on met pas de tirs. Aussi lié, comme tu l'as dit, sans doute au fait qu'il n'y a pas de spacing, donc ça n'aide pas. Mais tu regardes la fréquence de tir au panier, l'efficacité au panier, ils sont 23e sur 30, à mi-distance 21e sur 30, à 3 points 21e sur 30. Bref, c'est vraiment un effectif très défensif. Ok, mais qui du coup on a fait des choix plutôt de profil défensif et qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout de shot making en fait. Et si tu regardes encore une fois, hein, tu regardes la rotation principale de cette équipe, il y a très peu de mecs qui sont des shot makers, qui vont mettre des tirs et qui vont mettre des paniers assez régulièrement. Dans le top 10 des minutes, t'en as quasiment aucun qui est au-dessus de la moyenne d'efficacité de NBA. T'as quasiment aucun qui est, très peu, qui sont au-dessus des 100 de True Shooting Plus. T'en as que 3 d'ailleurs. T'as Sengun, qui est, voilà, avec son gros volume, et il est que à 1%, ouais, voilà. Plus 1%. Donc c'est pas non plus, il est pas non plus largement au-dessus de la moyenne. Et après t'as Jeff Green, mais bon, rôle mineur, et Aaron Holiday aussi rôle mineur. Mais les autres, Fred VanVleet, Dylan Brooks, Jalen Green, Jabari Smith, etc. C'est que des mecs qui sont en dessous de la moyenne en termes de efficacité au scoring individuel. Donc voilà, ça reste un problème, surtout qu'on est quand même assez bas, quoi. Tu vois, Jalen Green, il a 93, donc moins 7% par rapport à la moyenne. VanVleet, bonne saison, 98, donc moins 2%. Jason Tate, 93, moins 7%, donc ça c'est énorme, mais Jason Tate, là encore, profil défensif. Amen Thompson, moins 1%, donc ça va, on est au niveau de la moyenne, grosso modo. Dylan Brooks, moins 5%. Cam Whitmore, pardon, moins 3%. Jabari Smith, moins 2%. Bref, on n'est pas sur une équipe qui met des tirs, et c'est aussi une belle manière d'illustrer un peu l'identité de l'équipe, c'est-à-dire une défense d'élite, clairement en top 7 NBA, on l'a dit, un 7e de NBA, mais en attaque, tout simplement, on met pas de tirs, aussi parce qu'il n'y a pas de spacing et pas de 3 points, mais on met pas les tirs en fait. Oui. C'est marrant parce que je savais pas trop comment... je viens de réaliser que je suis très con, mais je voulais un peu traduire ce truc de quand tu regardes un peu la page Cleaning the Glass, tu as les réussites du coup que tu viens de citer par zone, et en fait c'est bleu, donc c'est pas très bon à peu près partout. En fait voilà, je savais pas trop comment résumer ça, et en fait c'est vrai que toute cette stat est juste résumée simplement par l'effectif field goal qui est 25e, et même un peu pour aller plus loin. C'est vrai que quelque chose, encore une fois, qui est une micro-stat, mais que je trouvais intéressant de discuter sans en faire tout un thème autour de ça, mais qui est rentré là-dedans, c'est pourquoi au début je me suis dit aussi j'allais pas prendre l'effectif field goal, parce que les volumes peuvent jouer énormément. Tu peux être très mauvais un peu partout, mais vu que tu prends énormément de tirs au cercle, ça peut un peu sauver le truc. Et un peu là-dessus, c'était sur les 3 points et la répartition des 3 points. Et je trouve que c'est très très parlant de ce qui se passe, c'est que en fait les Rockets, quand ils attaquent, donc je suis désolé de reprendre cet exemple, mais souvent en fait on vient faire un pick and roll VanVleet Sengun, hein, ce qui était la base de cette attaque, qui est assez statique d'ailleurs. Et en fait les Rockets n'arrivaient pas à trouver de tir à 3 points dans le corner, quasiment pas, parce que les équipes venaient aider depuis le périmètre et pas depuis traditionnellement le corner opposé. Parce que Sengun a le passing, etc. Et donc, je sais pas si je l'ai dit, je m'y perds, mais les Rockets, c'était la 30e équipe en termes de fréquence de tir à 3 points dans le corner. Et je trouve que c'est aussi parlant, c'est-à-dire que tu mets pas les shoots, et même au-delà de ça, la façon dont tu les trouves est pas forcément optimale, en tout cas sur les tirs à 3 points, quoi. Le nombre de tirs à 3 points dans le corner, en général, c'est un bon indicateur de à quel point tu arrives à créer du jeu. Parce que c'est les tirs les plus rentables, et voilà, si tu arrives à créer du jeu, créer des décalages, et extra passe ou ce genre de choses, tu arrives à trouver les corners. Clairement, voilà, une équipe qui est mauvaise là-dedans, soit c'est qu'elle a affaire à une défense d'élite, hein, comme Boston par exemple en finale a été génial pour empêcher Dallas d'avoir des tirs dans les corners, alors que d'habitude ils y arrivaient. Mais ça c'est parce qu'on a quasiment la meilleure défense de NBA et le champion qui a réussi à faire ça. Mais sur la totalité d'une saison, donc face à plein d'adversaires différents, si tu n'arrives pas à trouver des tirs dans les corners, c'est que tu as un problème, pas que de spacing comme tu dis, mais aussi de création de jeu, en fait, je trouve. Et que voilà, c'est un peu le thème, hein. Quand tu as un Sengun qui est pas hyper utilisé, et que par ailleurs tu donnes beaucoup de ballons à Jalen Green qui est pas du tout un passeur créateur, ou alors Fred VanVleet mais qui est
voilà, parmi les meneurs titulaires, qui est plutôt dans le dernier tiers, je pense, en termes de créativité, en termes de palette technique, etc. Bon, ben, logiquement, tu arrives sur les résultats qu'on a bien développés, quoi, je pense. Ok, voilà pour l'attaque, et donc on peut avancer. Quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour les Rockets 2024 ? Alors, ma 4e stat du jour, c'est 3. C'est 3 ou 1, ouais. Selon comment on le prend. Du coup, sur Cleaning the Glass, on peut faire des filtres, comme tu le sais. Et donc, des joueurs avec minimum 1,2% de block percentage, 2% de steal et 10% de offensive et defensive pourcentage de rebond défensif après un tir, donc pas après les lancers francs, eh bien tu en as que 3 en NBA qui répondent à ces critères, donc qui sont, on va dire, pour résumer, au-delà des stats, des bons playmakers défensifs et des bons rebondeurs. Voilà. Et donc dans ces 3-là, tu as 2 intérieurs qui sont André Drummond et Isaiah Hartenstein. Bon, voilà, il y a André Drummond, donc qu'est-ce que ça vaut vraiment, vous allez me dire, cette stat. Et puis il y a un joueur qui n'est pas un intérieur, en tout cas sur Cleaning the Glass, puisqu'il a commencé en tant que combo guard, je crois, la saison, je me souviens avoir vu ça, et qu'il a fini en tant que wing. C'est Amen Thompson. C'est Amen Thompson, et je sais pas si j'en parle trop tôt ou pas, mais voilà, c'était un peu pour résumer ce côté où on est face à un joueur qui est assez hors du commun, exceptionnel dans le sens où unique, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est unique, c'est-à-dire qu'on est déjà sur un joueur qui est sur les lignes de passe, etc., qui a un steal percentage très élevé, même sur l'homme, il a des bonnes mains et il est très long, donc il arrive à avoir à créer beaucoup d'interceptions, et qui en plus a ce côté protection du cercle un peu secondaire. Il y a quelques séquences aussi où en fait on essaye, alors c'est ça qui est cool avec son profil, c'est qu'on peut l'avoir on ball, on l'a vu défendre des Tyrese Haliburton, des Jalen Brunson, donc le point d'attaque adverse, mais aussi off ball où on le garde proche du panier, et c'est lui justement, on en parlait un peu avant, mais qui vient faire ses aides au cercle pour aider Şengün à protéger le cercle, et il est capable de faire un peu de dissuader, ou en tout cas peut-être pas de dissuader, c'est peut-être pas le bon mot, mais de contrer en fait, voilà, et du coup il a un bloc pourcentage assez important, et en même temps c'est un rebondeur offensif qui a un sens du rebond aussi assez bluffant finalement. Et finalement, voilà, c'est un joueur qui est assez unique dans le sens où c'est un rookie qui a déjà une production statistique très rare. Voilà, pour résumer un peu le joueur. C'est compliqué parce qu'on en a parlé en fin de saison assez longuement, donc j'ai pas envie qu'on fasse des redites. Si ça vous intéresse d'aller voir, on a fait quoi, 15 ou 20 minutes sur lui déjà, ouais. En fin de saison, tous les deux. Allez voir sur la chaîne YouTube Extrait ou sur le podcast Extrait, vous verrez, tapez Amen Thompson, vous aurez tout ça. Mais ce qu'on disait, et je suis encore là-dessus évidemment, c'est le côté, on sait pas ce qu'il est exactement, mais il est fascinant, quoi. C'est-à-dire que le mec fait des trucs qu'il est pas censé faire, notamment voilà, clairement le côté les positions, les normes des positions, il envoie tout balader, quoi, parce qu'en fait il fait tout, quoi. Il fait tout en attaque, il fait tout en défense, et tu dis mais qui êtes-vous et que faites-vous en fait? C'est quoi l'idée, quoi? C'est-à-dire que c'est un mec qui en plus, moi on me l'a vendu comme c'était un meneur, quoi, à la draft. Oui, Et en effet, oui, il a des qualités de meneur, hein, mais c'est un meneur déjà de grande taille, mais qui joue meneur, qui peut jouer porteur de balle, mais pas que. On l'a vu d'ailleurs en fin de saison, qui était plutôt, comme tu disais tout à l'heure, qui est utilisé en poseur d'écran, qui fait des rôles. Donc je pose l'écran et je roule le panier, qui est excellentissime, comme tu viens de le dire, sur le rebond offensif, sur les cuts, qui est d'ailleurs un athlète absolument fabuleux en termes d'explosivité, en termes de fluidité. Et puis, enfin, c'est un pétard incroyable, quoi. Mais du coup, ce qui fait que c'est un meneur, un grand meneur, mais quand il fait sur des rôles, j'ai un souvenir il fait un dunk sur Jarrett Allen. Oui, contre les Cavs, ouais. Il roule au panier comme un gros, et il dunk sur Jarrett Allen au panier comme un gros. Tu te dis mais qui êtes-vous? Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Où est-ce qu'on en est, quoi? T'as un meneur, entre guillemets, meneur qui fait ça, et qui défensivement est un playmaker défensif assez incroyable, avec QI basket, instinct, voilà, la ligne de passe qui est polyvalence défensive, où non, il défend pas que les meneurs, il peut défendre un peu partout. Enfin bref, c'est avec en plus, oui,
on parle de meneur, mais parce qu'il a aussi une dose de créativité en fait. Hein. C'est pas juste un homme à tout faire polyvalent offensif, genre un Bruce Brown quoi. C'est pas un Bruce Brown plus. C'est pas le mec qui défensivement est polyvalent et puis offensivement peut faire et porteur de balle et poseur d'écran. Enfin, à un niveau limité, je veux dire. Non, il y a aussi une créativité de QB1 quoi, de quarterback numéro 1, de vrais créateurs quoi, de vrais meneurs de jeu, de grands talents. Donc tout ça mis ensemble, tu te dis mais je sais pas quel est le projet, mais je signe dès demain, quoi. Parce que tu peux tout faire dans tous les sens avec lui, quoi. Et c'est quand même assez génial, quoi. Ouais, clairement. Et puis voilà, c'est ça. Le gars, il met un rôle, enfin un poster sur un rôle sur Jared Allen et quelques matchs avant où il est aussi capable de faire une passe un peu, il drive, il reste en l'air pendant X temps et il a cette fluidité. Il a un peu le casser de poignet pour un peu faire une passe, une skip pass, enfin des passes de dingue quoi. Ouais, de porteur de balle quoi. Et voilà. Et alors le truc, c'est peut-être le handle qui est à travailler parce que je pense que le shoot il aura jamais. Mais tu te dis, c'est assez dingue en termes de potentiel si tu admets un peu sa limite du shoot et du scoring. Tout le reste, c'est tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment génial. Maintenant. Peut-être que j'aurais dû dire l'autre stat du coup, mais c'est le net rating, en tout cas l'offensive rating quand il est avec Alperen Sengun. Ça reste un petit échantillon, hein. Mais en fait, quand Alperen Sengun est sans Amen Thompson, l'offensive rating est à 117, t'as un net rating de plus 1,3. Quand Amen Thompson est sur le terrain sans Alperen Sengun, tu restes à quasiment 116 et t'as un net rating de plus 4,6 parce que t'as un meilleur defensive rating, etc. Et quand les deux sont mais en gros, t'as 116, 117 d'offensive rating, et quand les deux sont ensemble, en fait, t'as un offensive rating qui tombe à moins de 112, à 111,87. Alors ça reste l'espace, quoi. Hein. Voilà, ça reste que 374 minutes, mais ça recoupe exactement avec tout ce qu'on vient de dire, c'est que ça reste deux profils de créateurs de jeu sans spacing, sans forcément le jeu off-ball, même si Amen Thompson a, on va dire, le dunker spot en plus, etc. Donc, il y a un truc presque ces deux projets que tu as envie de pousser au maximum et tu sais pas si les deux sont compatibles à Houston, en tout cas, quoi. Ouais, et encore, tu vois, tu dis, il y a des limites à prendre au niveau du shoot et au niveau du scoring. Je suis même pas convaincu. Hein. Alors, le shoot, oui. Le shoot, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été drafté plus bas par rapport à son talent, peut-être, mais c'est parce que voilà, c'est un meneur, en tout cas un porteur de balle de base, mais qui a pas de shoot et qui a des indicateurs assez mauvais. Il part de très loin. J'ai pas les stats avant la NBA, mais tu vois, cette année, il a même pas 70% au lancer franc, ce qui est un indicateur du shoot qui est de qualité corrélée, la mémoire gestuelle, etc. Et donc, c'est un plutôt mauvais indicateur, même très mauvais. On sait qu'il n'a pas de pull-up. Je ne veux même pas citer des chiffres de 3 points cette année parce qu'il n'en prend pas ou très peu et qu'il n'aimait pas, quoi. Donc oui, il n'y a pas de pull-up, mais tu vois, de l'autre côté, par contre, je ne mettrais pas ma main à couper qu'on a un potentiel limité de scoring pour autant, quoi. Parce que alors, ça reste un scénario idéal, on est d'accord, mais j'ai pas de mal à l'imaginer devenir un peu un go-to guy qui a pas de pull-up, quoi, tu vois, ou un scoreur majeur qui a pas de pull-up, ça existe. Hein, un Yanis des arrières, quoi. Ouais, ou tu vois, alors peut-être pas autant, parce que Ja Morant a quand même un peu de toucher, un peu de jump shot, mais Ja Morant, c'est clairement pas sur le jump shot qui fait son beurre, quoi. Oui. Et je pense que Amen Thompson, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que Uber athlète, quoi, enfin, explosivité incroyable, c'est pas juste il est un peu vif, non, athlète d'exception, donc ça, en termes de, tu vois, le potentiel sur drive et de création et de scoring, oui, quant à l'explosivité d'élite, oui. En plus, il est grand, on l'a dit, donc grand et long. Donc c'est pas non plus genre un petit meneur où il y a des limites de taille forcément qui vont mettre un plafond en termes de scoring sur drive. Non. Donc ça reste un scénario idéal, mais tu vois, si tu me dis d'ici 5 ans, en fait le mec il met 25 points par match et c'est un des 10 meilleurs drivers en termes de rentabilité, de productivité sur drive, c'est un top 10 NBA. Parce que il est grand, il est long, il est explosif, il a du handle, et il a beaucoup de skills, et en plus il attaque bien le contact, hein, ça on l'a pas dit, mais il est pas du tout effrayé par le contact, au contraire, hein, donc il y a aussi un aspect d'aller chercher des lancers francs. Pour moi, il y a aussi tous les ingrédients pour qu'on ait un driver d'élite. Donc je sais pas, parce que ce projet, comme tu dis, c'est pas trop compatible pour l'instant avec Sengun, et en même temps je me dis aussi, je pense que les Rockets ils ont fait juste un talent play, comme on dit, enfin ils ont juste à la draft, ils ont pris le meilleur talent disponible, quoi. Et effectivement le fit est pas bon pour l'instant, mais tu sais jamais de quoi est fait l'avenir. En plus t'as un problème, en fait c'est une bonne chose d'avoir un problème, parce que t'as un problème si les deux réclament beaucoup de temps de jeu, oui. Mais si les deux réclament beaucoup de temps de jeu, c'est que les deux auront été des réussites, à la fois Sengun
et Thompson. Et donc, en fait, c'est entre guillemets bien d'avoir ce problème-là. C'est pas, en un sens, c'est bien. Mais ouais, je suis assez fasciné par ce joueur qui, à mon avis, peut avoir un potentiel assez cool. Alors, peut-être pas top 10 score NBA, mais tu vois, si le mec est à 20-25 points par match et que par ailleurs, c'est aussi ton meneur et ton créateur principal, comme tu l'as dit, qui fait de lecture avancée sur pick and roll, sur driving kick, etc., bah ouais, ça peut faire un joueur All-Star à NBA, quoi, dans un scénario optimal, évidemment. Oui, parce qu'il t'apporte aussi. Enfin, il t'apporte aussi le rebond offensif. Il peut être ton défenseur du point d'attaque, ton low man. Il peut être le connecteur, poseur d'écran, pick and roll inversé, tout quoi. Enfin, c'est. Je ça, suis c'est d'accord. presque le scénario le plus pessimiste, tu sais. C'est si la création vient pas, si le scoring vient pas, ce que j'ai détaillé sur le drive, t'as au moins un mec qui est ultra polyvalent en défense et qui fait du crash and finish, quoi. Pas catch and finish, mais je vais crash le rebond offensif, je ramasse les miettes, tu sais, les cuts, les rebonds offensifs, etc., quoi. Oui. Ça, c'est presque le scénario pessimiste, c'est « Ah mince, la création star n'est pas venue. Oh mince, on a juste un mec qui est ultra polyvalent en défense et qui fait plein de cuts en attaque et qui apporte ce punch-là, quoi. » Ouais, bah clairement, on est déjà en fait sur un joueur qui a une certaine valeur. Je pense, alors que quelque part on est encore super loin de son développement, parce que même les flashs de passing, ça reste des flashs très espacés, parce qu'il avait pas forcément les responsabilités non plus. Donc ouais, et puis comme tu l'as dit, si les deux explosent, en fait, bah si les deux, on va dire, si ça pose un problème, ça veut dire que les deux explosent, et même tu vas pouvoir tirer énormément de valeur de l'un des deux, du coup. Oui. Et donc encore plus optimiser l'autre. Donc quelque part, bon, ça peut être un problème parce que les deux ne verront pas le jour ensemble, peut-être pas. Mais encore que, si ça se trouve, Sengun va développer le pick and pop, et là, c'est royal au bar. Mais voilà, dans tous les... Enfin, si les deux se développent bien, en fait, ce sera pas vraiment un problème, comme tu l'as dit, quoi. CF, le Basket Lab, épisode numéro 2. Voilà, j'ai quasiment commencé par ça. C'est un thème qui me tenait à cœur. Mais non, les duels de jeunes joueurs et le côté... en fait, si t'as un problème, c'est que c'est une bonne chose à avoir, quoi. Parce qu'en fait... si t'as pas de problème de mince, j'ai pas assez de place pour l'un et pour l'autre, et si t'as pas ce problème de ils se gênent l'un l'autre, c'est que les deux n'ont pas réussi et que t'es vite passé à autre chose, quoi. Donc finalement, ouais, comme tu dis, soit tu les développes et ils se gênent et du coup t'en échanges un ou l'autre, mais du coup tu cash out, quoi. Oui. Ça a une valeur marchande. Et des exemples, il y en a plein. C'est le fameux Nurkic Jokic à l'époque, ou voilà, des exemples comme ça, il y en a plein où en fait tu peux arriver à développer en parallèle jusqu'à un certain moment, et puis quand tu vois clairement qui est le meilleur des deux, t'échanges, et puis voilà, tu t'en sors avec un joueur qui est le meilleur des deux, qui s'est développé, et en plus t'as échangé l'autre contre une certaine valeur, donc voilà, ça. Effectivement, bon, j'avais dit qu'on referait pas 20 minutes sur Amen Thompson, je crois qu'on les a refaites, hein, mais bon. Mais ce joueur est absolument génial. Je ne sais pas encore ce que c'est, comme dit, mais j'ai très envie de suivre, parce que ça peut partir dans tous les sens, et ça peut être génial. Qu'est-ce que je vais utiliser moi comme quatrième ? Je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler. Moi, je vais dire 37. 37, c'est 37e sur 62. 37e sur 62 à l'efficacité sur drive. Est-ce que tu sais de qui je parle ? 37e sur 62, ça me paraît presque haut. Mais vu que tu as dit il faut en parler, j'imagine que c'est Jalen Green. Exactement, c'est Jalen Green. Jalen Green, 37e sur 62 joueurs à plus de 9 drives par match, donc quand même des gros volumes, hein, mine de rien. Mais en effet, c'est pas cata, c'est pas du tout cata. 37e sur 62, c'est plutôt moyenne un peu basse, mais moyenne, quoi. Et donc en chiffre brut, on est à 1,11 points par tir sur des tirs en fin de drive. Et pour moi, on peut le dire, enfin, c'est clairement pour moi le point clé de son profil, à mon sens. C'est-à-dire que pour l'instant, il fait pas des tonnes de drive, mais c'est un peu le point clé de son profil parce qu'il a un profil d'explosivité et en plus de bonne taille, hein, pour son poste aussi, et que je le vois pas développer du passing de haut niveau, mais de toute façon même de pas haut niveau, mais même un niveau intermédiaire, tu vois, genre Anthony Edwards, ce profil un peu score et passing un peu équilibré, mais je le vois pas aller là-dedans. Et quid aussi de son jump shot, je suis pas non plus totalement convaincu, mais donc pour moi son potentiel passera un peu par le drive, là encore avec des limites qu'on connaît, c'est-à-dire que oui, il est explosif, mais après on l'avait développé ça aussi fin mars, mais il y a tout un côté aussi d'expertise et de savoir-faire qu'il n'a pas encore, et c'est pour ça que d'ailleurs avant il était parmi les assez mauvais drivers de NBA, parce que ok, t'es explosif et tu vas vite, mais sauf qu'ensuite si t'as pas la finition à la fin,
si t'as pas le côté finition, je veux dire en termes de toucher de balle, créativité dans la finition, mais aussi tout ce qui est footwork aussi, de savoir quel angle attaquer, comment se déplacer, comment faire le double pas d'un côté puis de l'autre, enfin voilà, gérer ce genre de petits détails qui n'en sont pas, ça peut venir tout gâcher, mais clairement pour moi c'est un peu là-dessus qu'il faudrait insister, parce que le jump shot, je sais qu'il aime bien prendre beaucoup de pull-up, mais je suis pas trop convaincu. Pour l'instant, les indicateurs sont pas top, quoi. C'est-à-dire qu'en carrière, on est à 34% d'efficacité. C'est pas top. En plus, sur un gros volume, hein, un gros volume de 3 points. Sur les longs 2 aussi, on fait du 37%, 41%, 42%. Bon, c'est au niveau de la moyenne, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus génial, c'est quelqu'un qui adore prendre les pull-ups à 3 points. 16e plus gros total de NBA sur les pull-ups à 3 points, 4 par match. Mais par contre, en termes d'efficacité, sur les gros volumes, il est 22e sur 28, donc plutôt vers la fin du classement. Enfin voilà, je sais pas, je sais que, je sais pas toi ce que tu penses de notre ami Jalen Green, de tout ça, tout ce qu'on peut dire, qui d'ailleurs, je continuerai à détailler plus tard, mais qu'est-ce qu'on en pense de son profil, qui sur le papier, il a été drafté aussi très haut parce qu'il y a un package à la fois drive, explosivité et jump shot, mais où est-ce qu'on en est alors aujourd'hui, fin 2024? C'est une question pas facile. Pas facile parce que je crois que c'est un peu ce que j'avais dit. Et c'était une de mes stats que j'avais aussi. C'était que sur ce mois de mars, ou en tout cas à partir de la victoire à Phoenix jusqu'à la défaite contre Dallas, donc sur un échantillon de 20 matchs, il est quand même à 1,20 points par tir. Donc sur sa fin de saison. Mais pourquoi il est à 1,20 points par tir? C'est principalement parce qu'il est à 39% à 3 points. Et c'est un peu ça, ce côté, en fait, à quel point c'est une surchauffe. Il était aussi très adroit sur les longs mi-distances. Voilà, il y a eu tous ces 3 points, tu sais, où il se retourne avant que la balle rentre, etc. Parce qu'il était en confiance. Il était énormément en confiance, mais quel est son vrai niveau de scoring? Pour le coup, j'en sais trop rien. Parce que c'est vrai que sur le coup, je trouvais qu'il y avait des matchs très très impressionnants de Jalen Green dans sa progression, etc. Même sur ses lectures en fin de drive, on va dire proche de lui. C'est pas un joueur qui a une vision périphérique exceptionnelle, mais voilà, sur le pick and roll, il a quand même un peu la pocket pass, etc. Comme tu as dit, c'est pas Anthony Edwards qui est capable de vraiment presque un peu manipuler la défense, mais même sur les fins de drive, je trouve que c'était un peu mieux dans le sens où s'il vient, il va juste faire la petite passe de décalage pour le cutter dans le dunker spot, que ce soit Amen Thompson, enfin c'était souvent Amen Thompson. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y avait une progression, mais aussi en fait à quel point juste je dis qu'il y a une progression parce que l'efficacité est là, et l'efficacité est là parce qu'il était en surréussite à 3 points, quoi. Parce qu'il était en surréussite à 3 points. Malgré tout, de mémoire, je sais que c'était quand même dans les pires drivers sur ces 2 premières saisons, du coup. Dans les pires drivers de NBA en termes d'efficacité. Là, tu vois, la stat que tu as dit, il est quand même dans une efficacité plutôt moyenne. Donc, j'ai l'impression quand même que ça va dans le bon sens. Mais oui, je pense que même quand tu prends un peu le joueur et le profil physique et que tu oublies un peu tout le potentiel et sa place de draft, etc., tu te dis, t'es face à un joueur juste qu'il faut mettre en mouvement, et il faut qu'il ait une fréquence de tir au panier et de drive qui est énorme, quoi. C'est plus là, en tout cas, qui devrait faire son beurre, pour reprendre un peu ton expression sur Ja Morant, parce que tu vois, sur les quelques actions qu'on a vues en fin de saison où il est plus mis dans des du coup, pour reprendre un peu les zoom action ou des choses comme ça, et qu'il est lancé vers le cercle, là en fait, une fois qu'il a un premier avantage, il est instoppable presque, alors que quand il doit le créer lui, le décalage, il est beaucoup moins bon, quoi. Beaucoup moins bon. Donc finalement, on peut aussi dire, ok, c'est pas un passeur, c'est un scoreur uniquement sur drive. Est-ce que ça vaut le coup de un peu créer autant de jeux rien que pour un joueur qui est que un driver, qui n'est pas un passeur sur drive non plus, qui est que un scoreur sur drive, quoi? Je dirais pas que un driver non plus, mais je pense que par contre, je lui vois pas un potentiel immense sur la réussite au jump shot, mais je pense qu'on peut avoir à faire un bon jump shot à terme. C'est juste que je le vois pas faire taper des énormes volumes à 3 points, pull-up à 3 points à 40%, non. Ça me paraît pas évident, et même globalement, si je devais parier, je pense que le scénario, peut-être pas idéal, mais réaliste, ça va être, il va s'améliorer, il va être autour des 36, 37, 38% à 3 points sur des gros volumes, quoi. Quand on mélange tout, catch and shoot et pull-up. Voilà, un bon shooter, mais je pense pas que il a un niveau à ce point bon sur pull-up
peut-être comparé au nombre de pull-ups qu'il prend actuellement. Ouais. Je pense qu'il peut, mais c'est vrai que ben voilà, si t'es Kevin Durant, moi ça me dérange pas que tu prennes plein de pull-ups, quoi, clairement. mais je trouve que on est peut-être pas assez bon, en tout cas pas encore. Et comme tu dis, la fin de saison a été aussi due parce que ces pull-ups là y rentraient finalement. Et bon, peut-être que c'est le début d'une nouvelle ère où il va les mettre, mais en tout cas, relativement à ce qu'on connaît de lui historiquement, on était sur des chiffres qui étaient plus hauts que ce qu'on a connu de lui jusqu'ici. Ça, on peut le dire. En tout cas, comme dit, peut-être que ça va se prolonger. On n'en sait rien. Mais voilà, moi je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui peut être un bon score équilibré des deux en fait. C'est un peu ça mon propos, c'est de dire que globalement on peut avoir un score équilibré drive et pull-up, mais par contre ce qui peut le propulser vers une étape supérieure, c'est pas d'être équilibré, c'est justement d'être élite en drive plus bon au pull-up. C'est un peu ça l'idée quoi pour moi. Ouais. Surtout que tu vois, pour le coup il a très très jeune, charpente extrêmement fine et tout ça, mais il a jamais eu trop peur d'aller au contact et d'aller chercher des lancers francs. C'est aussi une conséquence de sa vitesse, hein. Parfois comme il déboule tellement vite, les mecs sont pas en position ou quoi, donc ça facilite aussi d'avoir certains calls, certaines actions sifflées pour toi, quoi. En gros, parce que t'es tellement dangereux, tellement t'es rapide que t'arrives à obtenir ces fautes. Mais voilà, on est quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne, hein, sur ce côté provocation de lancer franc et de faute, donc ça c'est bien. Après, c'est vrai qu'au niveau du scoring en soi, bon, sur l'entièreté de la saison, en effet, on est sur quelqu'un qui est moins 7%, enfin 7% moins efficace que la moyenne par rapport à la moyenne de NBA. Donc c'est quand même très bas, hein. Pour le coup, c'est tout de même très bas. Et puis voilà, tu prends des stats sur la création. Sur isolation, on est 0,84 points par possession. Donc c'est dans le 35e centile, donc à peine mieux que 35% de tous les autres joueurs NBA. Donc c'est pas top, hein, en termes de efficacité sur isolation. Et puis pick and roll 0,90 points par possession. Là encore c'est 31e sur 39 par rapport aux joueurs qui ont un certain volume sur pick and roll, 31e sur 39. Donc là encore plutôt en bas de l'échelle en termes d'efficacité. Et l'autre problème aussi c'est le non-passing, quoi. C'est peut-être ça aussi qui est pour l'instant gênant, c'est que sa création elle est pas top, mais il n'y a pas de passing non plus, quoi. Là où d'autres peuvent un peu sauver les meubles et compenser d'une manière ou d'une autre, lui c'est vrai que tu vois le fameux ratio de playmaking 0,61, le chiffre encore une fois on s'en fiche, ça représente rien du tout, mais pour les joueurs qui ont minimum 28% d'usage, donc un certain volume, 1000 minutes NBA et voilà, il est avec ce ratio, il est 35e sur 38. C'est-à-dire que sur cette fameuse tendance à faire des passes par rapport à son ballon, parmi les gros volumes de NBA, il est 35e sur 38 et derrière lui, il n'y a que des mecs comme Cam Thomas, Jaren Jackson Jr. et Jaylen Brown. Donc voilà, on n'est pas vraiment sur un créateur-passeur, quoi. Donc je pense que la théorie est quand même assez cool pour le coup. Il y a plein de choses à faire avec cette explosivité, ce truc et en effet un peu de jump shot, mine de rien, même si peut-être pas potentiel élite. Mais c'est vrai que ça a encore peut-être du mal à se concrétiser et peut-être la question qu'on peut se poser, c'est à quel point est-ce que le projet Rockets va peut-être pas avancer trop vite par rapport à lui. Et c'est pas du tout les mêmes profils, mais tu vois, je pense à un Josh Giddey qui est pas du tout un joueur catastrophique, mais clairement le projet Rockets, le projet OKC est allé plus vite et n'a plus le temps aujourd'hui d'attendre son développement et d'accepter ses compromis. Voilà, ça joue le titre dès maintenant, dès l'an dernier. Et on a vu que voilà, t'es pas assez bon en défense, ta création elle est pas assez intéressante. Voilà, nous on joue le titre, donc tant pis, va te développer à Chicago, quoi. Je sais pas à quel point ça peut faire ça avec Jalen Green, avec un propriétaire qui veut du court terme, un coach qui veut du court terme. À quel point il n'y a pas un risque que l'an prochain, si ça met un peu de temps, et ça paraît logique, hein, qu'ils mettent du temps à se développer, mais à quel point il n'y a pas un côté, t'es gentil, mais nous on va avancer plus vite que toi tu te développes, donc tiens, on t'échange et va te développer ailleurs, quoi. Je sais pas, mais ça me paraît pas non plus une possibilité à exclure, en tout cas. Ouais. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression en tout cas que la place de Jalen Green aux Rockets est plus importante que la place de Josh Giddey au Thunder. Et donc que on va dire, si Jalen Green n'est pas bon comme Josh Giddey n'était pas bon, entre guillemets, encore une fois, et bien juste les Rockets n'auront pas le niveau qu'avait le Thunder, quoi. En gros, je sais pas si j'arrive un peu à bien m'exprimer, mais j'espère que vous avez compris. Mais voilà, du coup, je sais pas à quel point aussi l'avancée du projet va dépendre plus de lui, en gros, voilà, que par rapport à un Josh Giddey. Mais ce qui est aussi intéressant sur ce que tu as dit, c'est que finalement, par rapport au jump shot, c'est que Jalen Green, en carrière, c'est un joueur qui est limite plus efficace en pull-up qu'en catch and shoot. Et en fait, peut-être que le manque à gagner, il est aussi là-dessus, dans le sens où 34% sur des pull-ups, c'est pas mal,
Mais finalement, sur des catch and shoot, c'est un peu problématique. Et je sais, j'avais lu que il y avait eu un travail qui avait été fait sur sa mécanique pour que justement, en fait, il a une mécanique qui est faite presque que pour prendre des pull-ups et il est pas très à l'aise en catch and shoot dessus parce qu'il a souvent besoin d'un dribble avant de prendre son tir. Et je sais pas à quel point ça va encore changer l'année prochaine et il va y avoir quelque chose comme ça. Mais si on prend un peu le côté froid, voilà, il est à 33,5% en pull-up cette saison et 31,6% en catch and shoot, donc il est plus adroit en pull-up qu'en catch and shoot. Et bon, des joueurs comme ça, il y en a eu d'autres qui ont réussi à régler ce problème, qui parfois étaient dus à juste l'échantillon qui était trop faible ou des changements de mécanique. Mais voilà, par exemple, je sais qu'un Immanuel Quickley, il avait ce problème jusqu'à sa 2e saison. Et depuis 2 ans, en fait, c'est un super shooter parce que il a un peu développé ce catch and shoot et il a gardé le pull-up qui, lui, est un peu plus haut. Il est plutôt à 35-36% en pull-up, mais il est passé de, en gros, 33% en catch and shoot à 40% en catch and shoot et ça fait vachement bouger le curseur du niveau de shoot, quoi. Du pourcentage un peu brut à 3 points, quoi. Après, bon, je dis ça parce que, tu vois, on a plein de rumeurs comme quoi... Houston serait sur Jimmy Butler, Kevin Durant, etc. Enfin, que des gros coups. On sait que voilà, l'arrivée de Udoka, on sait que le propriétaire aussi. Donc je suppose que les fans des Rockets sont très attachés à Jalen Green et doivent se dire qu'un échange, ça paraît improbable. Je me méfie toujours, moi, en NBA, des mecs et de certains propriétaires qui s'impatientent sur des reconstructions. Et tu vois, clairement, s'il y a un gros poisson à aller chercher, je pense que le premier fusible, ce sera Jalen Green. Alors, à moins qu'il y ait des progrès énormes, etc. Et peut-être ça fera hésiter, mais je pense que voilà, on est un peu dans ce modèle-là de Tillman Fertitta, on le connaît, hein, le propriétaire des Rockets, malheureusement, qui est pas un des meilleurs, mais qui, voilà, en tout cas, ça me paraît possible. Mais bon, en mettant ça un peu de côté, le côté futur, mais dans le référentiel de son développement et autres, tu vois, moi, le problème que j'ai avec lui, c'est que les outils sont fabuleux, mais il sait pas encore totalement comment bien s'en servir, et je pense que le point commun, c'est un peu l'aspect cérébral. Pour moi, l'aspect réflexion du jeu, et pas que réflexion, pas que les lectures de passing, mais tu vois, pour moi, c'est un joueur qui est très dans des lectures préconçues, en fait, programmées à l'avance, et qui a finalement assez peu dans ce côté adaptabilité en mouvement, adaptation en plein pendant l'action, et tiens, le drive est comme ça, donc je vais partir de l'autre côté, ou en fin de drive, tiens, il y a ça, donc je fais telle lecture, voilà. Il n'y a pas trop ça, et ce qui fait qu'on a un peu ce côté, c'est un schéma qui a des très grandes forces, mais qui a aussi des schémas en tête, des schémas préconçus, quoi, je vais faire ça, quoi. Je sais que je vais partir là et faire ça. Et ce qui fait que voilà, c'est ce type de joueur qui forcément, quand tu arrives au niveau NBA, tu peux t'écraser sur certains obstacles. Et encore une fois, c'est pas que le passing, c'est aussi au niveau du scoring, hein. Tout ce qui est finition au panier, les lay-up, etc. Quand tu es un peu sur ce modèle de j'ai des patterns et je suis pas trop dans l'adaptation en mouvement, ouais, ça peut poser des problèmes, quoi. Donc à mon avis, c'est un peu ça le problème principal pour lui actuellement, c'est cet aspect ouais, l'aspect cérébral, l'aspect un peu de réactivité, l'aspect de lecture en mouvement, etc., quoi. Donc pour moi, c'est un peu le problème. Après, cela dit, on l'a pas encore précisé, mais défensivement, un jump qui a été assez significatif, hein, par rapport à avant, où c'était un des pires défenseurs de NBA, assez clairement. Voilà, il n'y a toujours pas l'efficacité en attaque, mais il y a du progrès un peu, développement du drive petit à petit, et puis donc là, et puis la défense aussi, donc avec Ime Udoka qui a été, je dirais pas élite non plus, même pas excellente, mais en tout cas largement satisfaisante, correcte pour Jalen Green, qui pourtant l'an dernier était peut-être parmi les 5 pires de NBA, quoi. Donc c'est déjà énorme, quoi. Ouais, c'est clair. Et juste pour finir un peu sur le drive, justement c'est un peu ce qu'on avait dit, et c'est là où j'avais été peut-être trop optimiste et j'ai un peu revu mon jugement à la baisse. Mais ouais, les lectures sur drive et la façon de beaucoup moins se faire contrer ou beaucoup plus arriver à scorer sur cette fin de saison, on en avait beaucoup discuté, etc. Et c'est là-dessus où moi j'étais un peu très optimiste. J'étais ça y est, ça se débloque vraiment. Puis après voilà, en prenant un peu de recul, 2-3 mois après, voilà, finalement c'est face à Washington. Ok, bon d'accord, c'est face à de l'adversité, finalement assez relativement faible, quoi, relativement faible. Ok, très bien. Eh bien, tu peux nous dire quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour les Rockets 2024? C'est 46%. 46. Ouais.
46%, c'est la fréquence de tir prise par Jabari Smith, qui est soit au panier, soit dans la short mi-distance. Et avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre que 27%, qui est la fréquence de tir au panier. Qui est dans le 14e centile. Donc c'est vraiment pas très bon pour un profil physique qui est pourtant sur le papier génial, puisqu'il fait 6 pieds 10, il est plutôt très long, il a du bon toucher de balle, etc. Donc voilà, tu l'as mentionné avant, il est moins efficace que la moyenne, Jabari Smith, et c'est vrai que c'est un peu là-dessus. Je pense que tout se joue avec lui, plus que finalement sur le tir à 3 points, même si je pense qu'il peut encore être plus efficace, etc., avec des répétitions. Mais c'est finalement sur plus la répartition d'où il prend ses tirs que le problème se crée avec Jabari Smith, puisque on en a beaucoup parlé, progression défensive dans ses schémas de switch, c'est génial, il peut défendre un gros éventail, etc. Offensivement, il y a le 3 points qui est un peu arrivé par rapport à la saison passée, mais on reste sur un joueur qui n'a pas forcément le handle, finalement, et même l'explosivité ou l'agilité pour avoir une fréquence au cercle énorme. Et donc on tombe finalement sur un joueur qui dépend beaucoup d'un tir qui pour l'instant n'est pas élite, et donc qui est moins efficace que la moyenne. Et finalement, la question avec lui, on pourrait se dire, il a que 21 ans, est-ce que sa courbe de progression de l'efficacité, elle va augmenter et on va tomber sur un role player ultra valuable, même s'il n'y a pas forcément le passing? Au final, j'ai un peu l'impression malgré tout qu'on est un peu bloqué là-dessus, sur un joueur qui n'arrivera jamais à développer sa rim pressure, sa fréquence de tir pris au cercle, parce qu'il n'a pas forcément le handle et les outils pour le faire. Pour le coup, tu vois, par rapport à un Jalen Green qui est ultra fluide, etc., lui, je le trouve vraiment qu'il a un côté rigide, quoi. Et c'est quelque part, en un sens, c'est une critique, mais c'est aussi pour dire qu'on est proche finalement de la valeur finie. Et c'était aussi un peu un prétexte pour parler de Jabari Smith, qui est déjà un joueur qui est très très valuable à mon sens, quoi. Oui, et qui lui, pour le coup, la métamorphose défensive est assez bluffante. Alors, c'est aussi le fait que l'an dernier il était rookie, donc il y a un aspect logique de progression de année 1 à année 2, mais je pense qu'il y a aussi l'arrivée de Udoka, et clairement on a vu quelqu'un qui était, par rapport à l'an dernier, rookie, pas très bon, irrégulier en tout cas, à cette année quelqu'un qui est clairement élite, qui a pu en plus, avec son profil défensif qui est extrêmement polyvalent, malgré sa taille et sa longueur de bras, il est très très mobile, et donc a pu être mis sur absolument tout le monde en fait, défensivement, tu vois, sur des gros, sur des ailiers, mais même j'ai des souvenirs des matchs à Denver où il est le défenseur principal, le match-up principal d'un Jamal Murray, par exemple, tu vois, ou des meneurs comme ça. Et je pense que ça, ça atteste plutôt bien de sa polyvalence défensive. Et donc, je pense que quand on parle de Jabari Smith, on est un peu obligé de parler de ça aussi, c'est ses progrès défensifs assez bluffants. Et tu disais 14e centile au niveau des tirs au panier, 14e centile par rapport à son poste, oui. Pas de toute la NBA, mais évidemment, relatif à son poste. Mais je dis ça parce que c'est encore pire, parce que les standards des pivots sont plus hauts, évidemment, en termes de nombre de tirs au panier. Mais oui, on a affaire à quelqu'un qui finalement a assez peu de... Enfin, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il a l'air d'être un mec qui est le grand, qui est mobile et qui a un peu de dribble, mais sauf que dans les faits, il va pas au panier. Et on a déjà parlé assez régulièrement cette saison, mais c'est plutôt le mec qui aime bien prendre son petit pull-up, le face-up jumper ou le pull-up dans le périmètre, et qui va pas au panier, et ce qui en un sens est assez frustrant, parce que vu son profil, tu pourrais te dire, mais en fait, tu as la capacité d'être un des meilleurs drivers de NBA chez les bigs, quoi, avec cette agilité, cette fluidité, cette taille, longueur de bras, etc. Mais c'est pas encore le cas. C'est vrai que c'est pas encore le cas, et c'est un peu dommage. J'ai pas trop son taux de lancer franc, mais je crois que c'est un peu pareil, il va pas trop au contact non plus de ce côté-là. Tu l'as sous les yeux ou... J'ai son shooting foul percentage qui est de 10%, qui est 35e centile chez les bigs. Donc c'est pas beaucoup, quoi. On est sur un joueur qui repose beaucoup sur son pull-up, quoi. C'est ça, ouais. On a beaucoup à faire à ça. Et de l'autre côté, c'est vrai que moi aussi j'avais des stats sur Jabari Smith. Moi j'avais 8. C'est le nombre d'intérieurs en NBA qui sont à moins de 1,2% de blocs et moins de 1% de steal percentage. Donc les bigs, les intérieurs qui sont très très peu playmakers défensifs. Et on a Jabari Smith dans les 8. Donc, à part ça, on a du Kevon Looney, du Kyle Kuzma qui est répertorié comme un big, Vucevic, Trey Lyles, Karl Anthony Towns,
Jeff Green, Grant Williams. Voilà, on n'est pas... Bon, Grant Williams, mauvaise saison pour le coup, mais on n'est pas sur une liste très glorieuse. Et là encore, tu vois, je pense que c'est bien que... Enfin, ça m'y a recoupé aussi la tienne de stats, parce que Jabari Smith, c'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a l'image d'un côté, et il y a ce que le joueur est pour de vrai de l'autre. C'est-à-dire que, ben voilà, en attaque, on l'a dit, il y a un peu cette image de le grand qui est très mobile et tu te dis, ah ouais, il peut faire plein de choses. Alors qu'en fait, non. C'est juste un joueur de pull-up très grand, mais qui n'utilise pas ses atouts pour aller au panier ou pour scorer au panier sur drive et autres. Et en défense, c'est pareil. En défense, il faut attention au profil. On n'a pas du tout affaire à un mec qui est défensivement élite dans tout ce qui est défense off-ball, défense collective, la protection de panier et tout, même s'il y a un peu des progrès en fin de saison. Mais on n'a pas du tout affaire à un bon défenseur, ou un excellent défenseur en tout cas off-ball. Et on a plutôt affaire à quelqu'un qui est très très bon on-ball et sur switch et face au ballon, sur des match-ups directs. Mais voilà, ce côté stat et playmaking défensif, c'est un des rares intérieurs NBA qui est pas très bon en steal percentage et en block percentage, qui fait très peu d'action. Et voilà, c'est un bon reflet aussi de cette défense off-ball qui n'est pas mauvaise, mais en tout cas qui est neutre. C'est pas un mec qui va faire des actions, on peut dire. Ouais, oui, clairement. Et c'est assez intéressant qu'en fait, comme tu dis, qu'on retrouve cet aspect des deux côtés du terrain, de finalement presque un jeu plus d'extérieur que d'intérieur. Alors c'est bizarre dit comme ça, parce que théoriquement tu te dis un intérieur avec le jeu d'un extérieur, c'est un peu la mismatch permanente, quoi. Et finalement c'est pas vraiment le cas, quoi. C'est pas vraiment le cas, en tout cas pour l'instant avec Jabari Smith. Non, j'allais dire, ce qui est un peu dommage, c'est que tu vois, à côté d'un profil comme Sengun, t'aurais adoré avoir un balayeur off-ball, quoi, un mec qui fait de la protection de panier. Justement, si tu fais des switches avec Sengun, t'as un mec en deuxième rideau qui est un maître dans la défense off-ball et qui, voilà. Et sauf que c'est pas trop ça, Jabari Smith, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Et je sais que même à l'époque de la draft, il y avait pas mal de désaccords entre certains analystes. Moi, je l'avais pas scouté, mais certains qui disaient, non, c'est un intérieur très complet en défense, et d'autres qui disaient, non, en fait, c'est juste un 3&D intérieur, quoi. Il jouait avec Walker Kessler, quoi, à l'époque. Exactement. Ouais. Donc on était entre guillemets déjà là-dedans. Alors je crois qu'il avait un plus gros pourcentage de blocs à l'époque, mais enfin moi je trouve que dès sa draft on était sur ce profil un peu plus on-ball que off-ball, quoi. Après, le profil peut avoir beaucoup de valeur, hein, pour le coup, parce que si en effet on a un mec avec sa taille, il fait partir le ballon un peu comme il veut, donc s'il les met à un taux largement suffisant, plus sa défense élite on-ball et sur switch, ça peut être redoutable, hein. Mais c'est juste que on aurait souhaité, en tout cas un peu par stéréotypage, on aimerait bien que ça soit un poste 4 très, très complet en défense, alors que pour l'instant il est surtout complet et surtout élite face au ballon, mais il n'y a pas cette activité off-ball. Et moi je trouve que ce côté très faible en steal percentage et block percentage, c'est un excellent indicateur de ça. Ça montre assez bien ce côté où il va pas être perdu loin du ballon. C'est juste qu'il va pas être hyper actif, il peut être neutre, en fait, grosso modo. C'est ça. Mais après, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut développer pour dire, avec ta longueur, tu peux faire des stunts, tu peux développer ce genre d'activité. Mais je pense que ce sera jamais un mec qui a l'intellect et le côté cérébral, anticipation, etc., qui va être élite sur les lignes de passe, qui va être élite sur le timing de protection de panier, etc., quoi. Oui, je pense qu'on est d'accord. Et c'est même aussi en ce sens que presque les Rockets utilisaient plus Amen Thompson sur parfois des séquences où c'était Amen Thompson qui restait proche du panier plutôt que Jabari Smith, en tout cas quand il y avait Sengun, parce que c'est vrai que sur la fin de saison c'était encore différent, mais je sais pas, est-ce que toi tu crois un peu à ce développement de rim protecteur ou pas forcément, peut-être pas d'élite, mais à un certain niveau, parce que c'est vrai que comme tu as dit, ce serait pas mal à côté de Sengun, quoi. D'élite, non. Élite, je pense pas, mais plutôt un bon niveau, j'espère. Oui. J'espère que ça peut éventuellement venir avec l'âge et le développement, quoi. Mais je pense pas que, en tout cas en partant d'aussi bas en tant que jeune, on sait que historiquement, a priori, il y a moins de cas largement improbables. Ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, un chiffre aussi bas en début de carrière donne pas forcément des élites en fin de carrière, quoi. C'est un peu ça l'idée, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, et c'est un peu dommage parce qu'on donne beaucoup de nuances avec Jabari Smith, alors que moi je l'adore, vraiment je l'adore, je suis un peu tombé amoureux cette année, toute proportion gardée, hein, évidemment. Je pense pas qu'il ait non plus un potentiel de go-to guy en attaque, parce que le scoring est intéressant, mais comme dit, il manque un peu le drive, et puis il n'y a pas trop de passing non plus. Mais je pense que ça peut être un joueur assez, vraiment fantastique dans son rôle, quoi, pour le coup. Et en plus, un 3&D
non pas de 6-6, mais de 6-11, qui, comme tu dis, s'il arrive à développer un peu de protection de panier et autres, avec son 3 points, ouais, ça peut être un profil hyper intéressant. Donc là, on a insisté sur certaines nuances, entre guillemets, mais aussi pour essayer que les auditeurs voient bien, non pas le paradoxe, mais le profil un peu atypique, qui ne correspond pas totalement à l'idée qu'on se fait si juste on voit le mec, on se dit, ah ouais, d'accord, poste 4 shooter, protecteur de panier plus shoot. Non, c'est pas ça non plus. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a que 21 ans. Et dans ce rôle, je pense que ça peut être assez génial, quoi. Donc ouais, moi, je suis très fan pour le coup. Je suis très, très fan. Je peux comprendre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à aimer chez lui, quoi. Du coup, j'ai donné ma 5e. Enfin, j'ai donné une 5e et je peux en donner une autre. Ma 5e du jour. Et je peux te lancer aussi. Ça va être un peu sur le filtrage aussi. Bah tiens, j'ai pas fait gaffe. Mais il y a 6 joueurs NBA qui répondent aux critères suivants. Plus de 2% de block percentage et plus de 2% de steal percentage. Et il s'appelle Baptiste. Il y en a combien ? Il y en a 6 en NBA. Plus de 2% de block percentage et plus de 2% de steal percentage. Il joue Rockets, un des 6. Ah bon ? Comment se nomme-t-il ? Amen Thompson ? Non, il a pas 2%. Non. Jason Tate. Non, c'est Tari Eason. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il a pas du tout joué cette année. Enfin, il a été blessé, mais oui, c'est vrai. Il n'a pas joué des tonnes, effectivement. Non, bref, c'est un peu un prétexte pour parler de Tari Eason, qui s'est parfaitement inscrit dans ce projet très défensif, hein, finalement. On sait qu'il y a des limitations offensives, mais il a encore un athlète et lui, pour le coup, tu en parlais de Jabari Smith, lui, c'est l'exact opposé. Ouais. C'est-à-dire le volume off-ball est phénoménal. Anticipation d'élite, etc. quoi. Pour moi, ça. Le problème, c'est l'attaque, qui peut un peu limiter à quel point ça peut être un vrai titulaire NBA, mais la défense, elle est extraordinaire, quoi. Oui, je pense qu'on est, je pense que on est d'accord là-dessus. Sur le tout début de saison, en fait, ce qui est assez fun, c'est que quand il rentre, là, tu passes sur une défense. Alors, j'ai pas c'est on-off, mais tu passes presque sur une défense d'élite, quoi. Tu passes presque sur une défense d'élite. Parce que en fait c'est lui presque ton poste 5 et qu'il est quand même assez mobile, donc tu peux faire des schémas, tu peux faire à peu près tous les schémas avec lui de toute façon, et lui dans ce rôle de protection de cercle, etc., de stunt ou de choses comme ça, il est, bon, peut-être pas forcément les stunts, mais vraiment de rotation au panier, il est assez incroyable. Ouais, voilà, j'ai cherché en même temps, il est à moins 8,3 de on-off défensif. Alors c'est pas ouais. C'est un tout petit échantillon, il a pas joué énormément encore une fois, mais c'est dans le 95e centile, et quand il est sur le terrain, les Rockets ont un defensive rating de 105.7. Voilà, je pense que ça résume bien le personnage, qui aussi, je trouve, offensivement, peut-être que là où il peut avoir un certain impact, peut-être dans un profil différent, mais c'est sur le rebond offensif aussi, encore une fois, où il peut un peu apporter un peu de valeur, quoi. Je veux pas dire à la Jared Vanderbilt, mais il y a peut-être un peu de ça. Je sais pas si tu vois la comparaison ou si je suis dans le faux, mais voilà. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Non, mais effectivement, il y avait un peu ce côté plutôt pas mal joueur, hein, de high school. Il a fait un an à Cincinnati et puis un an à LSU. Je ne sais plus trop pourquoi, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait eu des petits problèmes. Je ne sais pas si c'est académique ou autre, mais je ne sais plus. Mais bref, il a fait 2 ans de fac. Et à LSU, enfin, on a bien vu que le mec avait des instincts pour le jeu assez extraordinaires. Et pour le coup, je pèse mes mots sur le plan défensif. Hein, voilà, aujourd'hui d'ailleurs, il est à 2,8% de steal percentage, c'est ce qui est faramineux, hein, 2,8% en NBA. Et voilà, c'est encore une fois la limite de son profil. Pourquoi est-ce qu'il a été drafté que 22, alors que c'est un mec qui a des instincts de folie, anticipation de folie, très grand, et puis des bras interminables aussi, hein. C'est ça la force, c'est qu'il a une envergure de bras assez dingue et un potentiel défensif qui est monstrueux. Le problème, c'est un peu l'attaque, et que voilà, l'attaque peut déterminer, est-ce que ce sera, comme tu dis, un Jared Vanderbilt, un peu un joker défensif, un joker plus ou moins sur le match-up, hein, mais voilà, un mec qui est pas titulaire, ou plutôt si ça rentre un peu, s'il y a un peu de scoring juste assez ou quoi, peut-être potentiellement un joueur de rotation important, voire titulaire, mais la défense est à un niveau assez incroyable, quoi. Je pense que on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, mais les Rockets, depuis quelques années, ça draft plutôt pas mal, hein, pour le coup, et ça développe plutôt bien, mais bon, ça draft plutôt bien aussi parce que notre ami Cole Zwicker a intégré le staff des Rockets, l'ancien de The Stepien, Cole Zwicker, qu'on adore. T'as peut-être pas connu, toi, à l'époque. Non, ça me dit pas grand-chose, j'avoue.
Ah, c'était le taulier. Mais bref. Non, et ça draft plutôt bien et je trouve que le cas de Terry Easton, c'était aussi un bon exemple de ça et de développement. Et voilà, c'est clairement un mec extrêmement talentueux qui avait été drafté 17, 18, un truc comme ça. Enfin, milieu de premier tour, qui a encore que 23 ans, donc on désespère pas sur l'attaque. Mais voilà, on l'a pas dit, mais des limites un peu de toucher de balle, etc. Pas beaucoup de skills, pas beaucoup de scoring. Mais je suis assez fasciné là encore par ce profil qui a beaucoup moins de potentiel pour moi qu'Amen Thompson, mais qui peut être un rouage essentiel si Udoka et Houston continuent un peu ce côté défense monstrueuse, quoi. Oui, bah clairement, c'est un joueur selon certaines match-up, si tu arrives un peu à le cacher offensivement, peut avoir une valeur immense, quoi, sur certaines, un peu le format playoff, ça peut être vraiment top, quoi. Ouais, et oui, et puis d'ailleurs, rebond aussi, hein. Je crois que tu en as parlé un peu, mais rebond assez dingue, hein, là-dessus aussi, avec ses bras, etc. Bref, voilà pour Tari Eason, pas grand-chose de plus à dire, parce que j'aurais aimé, mais il a joué que 500 minutes cette saison, je ne peux pas trop non plus développer là-dessus. Mais on a fini chacun aux 5 stats. Est-ce que tu as d'autres petits sujets que tu voulais évoquer? Est-ce qu'il te reste des stats sous le coude, en bonus, en fin de podcast? J'en ai fait une qui est plutôt marrante, mais c'est le... Dylan Brooks alors. Non, c'est Cam Whitmore qui est dans le 0e centile en termes du ratio de playmaking assist par usage, quoi. Ça, on avait aussi un peu parlé, mais voilà, c'est un joueur qui, en termes de passing, est vraiment... Alors, on est sur un scoreur qui a des indicateurs plutôt intéressants sur le shoot et sur le côté explosivité physique qu'il a, c'est assez impressionnant, quoi. Mais voilà, on est aussi sur un joueur qui a des red flags, on va dire, de passing au moins tout aussi grand. Il me fait penser un peu à Jaylen Brown, en un sens. Tu vois, ce côté ailier qui a un très très beau physique, qui a un peu de potentiel scoring s'il arrive à le développer. Mais voilà, comme Jaylen Brown, il sera jamais un mec qui est génial en défense off-ball parce qu'il n'a pas ce côté peut-être instinct ou intelligence de jeu et qui n'a pas non plus le passing, quoi. Mais voilà, si Cam Whitmore t'arrives à en faire un Jaylen Brown, bon, c'est pas mal. Bah, t'es content, quoi. T'es extrêmement content parce qu'il y a du shoot, il y a du drive, il y a des qualités physiques, donc il y a la défense aussi on-ball en tout cas. On-ball, ouais. Off-ball, j'ai souvenir de même il y a des fois où je sais plus qui, je crois que c'est Amen Thompson qui lui dit vas-y, il y a un écran, traverse-le, et puis en fait il le fait pas. Des petits trucs comme ça, mais ouais, Cam Whitmore. On n'a pas parlé d'ailleurs ni de Dylan Brooks ni de Fred VanVleet. Moi perso, c'est parce qu'il n'y avait pas trop à dire. Enfin, je veux dire, Fred VanVleet, on le connaît bien, quoi. Il fait une plutôt bonne saison. Après, l'an dernier à Toronto, gros trou d'efficacité. Là, c'est juste que le 3 points est revenu. Donc, voilà, Fred VanVleet qu'on connaît, hein, défense au point d'attaque, passing académique à défaut de très créatif, pas efficace au drive, mais ça on le connaît, hein. Il y a des limitations de taille évidemment, mais plutôt un bon ajout. Mais je me demande à quel point... Enfin, ça peut être ton meneur, mais il faut pas que ça soit ta source principale de création, je pense. On peut peut-être le formuler comme ça, quoi. Je suis d'accord parce que même si le défenseur est plutôt, on va dire, pour son gabarit intéressant, parce qu'il y a des bonnes mains défensives, etc. Mais ça reste quand même un joueur qui peut se faire cibler, je pense, aussi défensivement. Et puis même, voilà, en termes de création, c'est pas forcément génial. Et puis même Dillon Brooks, du coup, pour en parler, moi, j'avoue que j'ai peut-être un peu peur, finalement... un peu peur pour Dillon Brooks dans le sens où son efficacité, malgré une surchauffe à 3 points, reste plutôt mauvaise parce que y a des problèmes de toucher le balle. Et comme j'ai dit, il y a une surchauffe sur le début de saison où il était à plus de 50% et enfin sur le premier mois ou sur les 6 premières semaines, je sais plus, à 3 points, il était à plus de 50%, mais... Voilà, il finit à 36. Il finit à 36, voilà, donc ça montre bien que la moyenne NBA. Hein, donc, ouais. Voilà, la deuxième partie de saison, il est un peu retombé dans ses travers. Et quelle est sa valeur aussi quelle est sa valeur si offensivement il retombe un peu là-dedans, parce que ça reste un joueur qui a quand même un certain usage, même si ça a pas mal baissé cette saison. Et voilà, j'espère qu'il ne retombera pas dans ses travers pour les Rockets, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes joueurs à ne pas barrer, on va dire ça comme ça. Ouais, mais Dillon Brooks, c'est un cas frustrant parce que moi, ça me dérange pas. Je serais moins dérangé s'il était inefficace parce que juste, c'est pas un scoreur, mais là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est inefficace aussi et surtout parce qu'il tente beaucoup trop par rapport à ses capacités, quoi. Il y a beaucoup de pull-up où, voilà, tu dis, bon, non, c'est pas trop ton truc, donc
c'est ça qui fait aussi tirer vers le bas, tu vois. Une année où, comme cette année, où il shoot plutôt bien à 3 points dans la moyenne, bah, tu pourrais t'attendre à un joli centre de true shooting plus, quoi, un joli efficacité au moins dans la moyenne. Et puis ça a de la valeur, quoi. Un mec qui est un défenseur d'élite on-ball, plus un catch and shoot et un scoring généralement dans la moyenne, bah ouais, c'est plutôt bien, quoi. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a avec Lou Dort cette année, qui est efficace, qui a bien shooté à 3 points et qui donc a une efficacité générale dans la moyenne. Voilà, défense d'élite plus moyenne de scoring, bah c'est cool, quoi. Là, le problème avec Dillon Brooks, il y a toujours ce truc de pourquoi tu les prends ces pull-ups alors qu'il faudrait pas, quoi. Ouais. Malheureusement. Donc c'est toujours un peu frustrant, quoi. Mais après, oui, c'est aussi, je pense, quelqu'un. Alors moi, je trouve que off-ball, il a pas trop une activité qui est géniale. Donc ce qui moi me fait je trouve qu'il est un peu moins bon que certains qui le projettent très fort parce que juste sur la défense on-ball. Moi, je pense que tu vois, on est à des années-lumière de l'activité d'un Marcus Smart ou voilà, des défenseurs comme ça off-ball, quoi. Donc pour moi, c'est important sur ce poste-là et dans la NBA d'aujourd'hui. Mais après, voilà, c'est un profil défensif qui est polyvalent et très intéressant. Donc il y a cette valeur, quoi. Et c'est ça qui est frustrant, c'est pas juste un mec qui est nul partout et tu dis, bon, bah c'est bon, on passe à autre chose, quoi. C'est qu'il y aurait moyen d'avoir de très bonnes choses, mais il y a toujours 2-3 trucs qui viennent un peu gâcher, quoi. C'est un peu frustrant, quoi, je trouve. Oui. Bah, c'est ça, il n'y a pas tout à jeter, quoi. Il n'y a pas tout à jeter parce que, comme tu l'as dit, l'éventail qu'il peut couvrir on-ball est plutôt sympa aussi, quoi. Plutôt sympa, plutôt valuable. Ouais, je vais dire ça plutôt comme ça. Bon, après, il fait du bien aussi dans le vestiaire et tout ça, et ça, c'est des trucs que nous, on peut pas trop mesurer, hein, mais effectivement, ça, on l'a pas dit, mais Van Vliet, Dillon Brooks et Steven Adams, peut-être l'an prochain, c'est le genre de présence aussi vétéran qu'il n'y avait pas les années d'avant, et qui peut-être aussi a aidé en termes de compétences, en termes de vestiaire, etc., quoi. Cette année, voilà, il n'y a pas que le terrain, je pense qu'avoir un Van Vliet, avoir un Dillon Brooks, ça a peut-être aidé de ce point de vue-là. Jeff Green aussi, ouais, bien sûr. Jeff Green qui vient avoir 52 ans là, dans 2 semaines. Mais, mais voilà, en effet. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour un peu, Baptiste. Hein, je crois, à moins qu'on ait oublié d'autres choses, tu m'arrêtes. Non, c'est bon. Mais sinon, on a fait un bon tour. Et bien, je te remercie d'être passé sur le Basket Lab pour passer des Rockets, pour parler des Rockets 2024. Eh bien, c'était un grand plaisir et merci à toi de l'invitation, évidemment. Et à l'an prochain pour la saison MVP de Sengun, c'est ça? Ou d'Amen Thompson, je sais pas encore. Ah oui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et voici donc pour les Rockets 2024, une équipe tout de même un peu plus compétente que ce qu'on a fait les 2 ou 3 derniers jours, hein, mine de rien, notamment Brooklyn, hein. Il fallait le faire. On a fait Brooklyn, là aujourd'hui c'était un peu mieux avec les Rockets. Comme dit aussi, on avait déjà parlé un peu en longueur de Amen Thompson, si ça vous intéresse d'aller revoir ça, vous cherchez un peu sur YouTube ou sur le flux extrait ou alors le flux YouTube extrait. Et puis nous de notre côté, pour la prochaine fois, eh bien on se retrouve pour un nouveau bilan 2024 et ça y est, on arrive au bout de la dernière mauvaise équipe, mais ce sera un événement puisque ce sont les Washington Wizards et Jordan Poole. La prochaine fois, on va parler, et oui, de Jordan Poole, enfin, sur le Basket Lab. Et donc, sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.